Il remonte le temps où on se battait en showdown avec Dark Vador ECL du 7-1. Finalement, bon, de force d'insister sur ce Dark Vador ECL, on a fini par gagner des showdowns. Et puis bon, on l'a emmené en PQ, ce Dark Vador ECL, il a pas triomphé plus que ça, puis un jour on s'est dit, il faut peut-être arrêter de jouer Dark Vador ECL. On a commencé à tester d'autres decks, ça a été payant. On a fait un top 8 en PQ dans un premier temps, et donc ça clouait. Ça mettait un terme à cette saison 0 sur un PQ à Brest avec une très beau top 8, avec un Han Datavolt. Et puis la saison 1 s'est lancée, évidemment on avait envie de boycotter, puisque c'était une fois de plus à Vegas. Et très rapidement après, un PQ à Pontivy, remporté. Donc la qualification déjà obtenue, on commence à se dire, bah mince, il va falloir aller à Las Vegas. Bon, pourquoi pas, préparons le projet en arrière-plan, continuons à jouer. Il y a eu un événement à Bilbao qui s'est pas très bien passé, des raisons personnelles, professionnelles, un tas de facteurs qui sont pas propices à la compétition. Et puis arrive un peu plus tard un deuxième PQ en Bretagne, remporté également, cette fois-ci en limité, donc on montre une certaine polyvalence, c'est intéressant. Un mois plus tard, du PQ de Lorient. Double PQ à Sainte-Maure de Touraine et Tours, donc la règle des jeux, Ludo-Trotteur Tours. Beaucoup de gros joueurs français, on arrive à faire quasiment top 8 les 2 jours. Premier jour on fait top 8, deuxième jour on finit 9ème au port du top 8. Toujours des résultats qui montrent qu'on est capable de rivaliser avec les plus grands joueurs, même, voilà, à l'échelle de la France. Après, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu directement, quelques mois plus tard, pas beaucoup de compétitions qui ont été faites, mine de rien. On arrive à Prague et cette fois on se qualifie pour un premier jour 2 sur un événement international. Jour 2 en limité, donc à Prague, sur ce très beau 7-7. Un jour 2 qui a été riche en apprentissage, pas forcément riche en surperformance, mais riche en apprentissage, avec une 49e place, très honorable. Puis quelques semaines après, retour d'un format mix, à la finale des championnats de France, en tout cas en finale de la Ligue française de Star Wars Unlimited. Deuxième place arrachée avec Amiral Akbar Datavolt, donc qui a été volé au vainqueur de Prague en construit et retravaillé, évidemment. Il fallait se l'approprier, ce deck. C'était un format hybride, qui allait être celui des Galactic Championship. 3 rondes de draft, et puis 5 rondes de construit. Et puis on arrive 2 mois plus tard, donc, au Galactic Championship, qualifié pour le main event. On y va avec un deck qui ressemble, c'est Griff Datavolt, qui ressemble au Akbar Datavolt. C'est Griff Datavolt, donc le jaune et le Datavolt. Et évidemment, ça commence par un draft, et on a réussi à aller au jour 2, donc from Dark Vador ECL à Galéan Showdown to J2 des Galactics. Ce sera l'histoire de cette vidéo, et comment j'ai réussi à me hisser parmi le top 3 français et au jour 2 du Galactic Championship. Donc ce sera cette vidéo. Pour faire vite le sommaire, un vlog. J'ai réussi à vlogger finalement pas si mal pendant mon voyage aux US. J'ai pris des photos, donc j'ai essayé de mixer voyage et vlog. Donc ça rend quelque chose, voilà, vous me direz ce que vous en pensez, évidemment. Ensuite, sur la suite, on va évidemment récapituler plutôt à froid. Donc, comment ce tournoi a été préparé, comment j'ai préparé ce tournoi, quels sont les ajustements qui ont été faits, dans quelle mesure, présentation de la liste, analyse des decks que j'ai construits en draft, comprendre ce qui était bien, ce qui était pas bien. Ça nous permettra de nous projeter sur les prochains événements, en limité en tout cas sur ce 7-8. Regardez rapidement les match-up en construit, même si c'est simple à analyser, donc ce sera pas une grosse perte de temps, enfin, en tout cas un gros moment de la vidéo. Parler des résultats finaux. Ensuite, les sujets pour moi qui sont ouverts et qu'il faut discuter, qui sont à débattre, c'est la position du draft dans ce main event du Galactic Championship. Tous les sujets de variance, comprendre pourquoi il y a beaucoup de variance, pourquoi ça vient pénaliser, enfin ça vient rajouter beaucoup d'aléatoires sur un événement de haute importance qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'exigences, et se faire sortir sur des coups de pas de chance, c'est un problème, je pense, pour le jeu, donc c'est important d'en parler. La position du Galactic Championship de l'année prochaine, on sait que c'est à Los Angeles, donc toujours dans le sud-ouest des États-Unis. Je vais donc expliquer un peu les pour et les contre, ce que j'attends de ce Galactic Championship, etc. Puis on va faire le bilan du voyage, donc l'expérience en tant que joueur, de participant de ce Galactic Championship, les coûts inhérents au voyage, des petites idées d'amélioration, c'est bien d'être critique, mais il faut essayer aussi de proposer des choses. Et puis, je vais essayer de vous faire une petite ouverture sur la suite, et quand je dis la suite, c'est sur cette saison 2. Comment moi je vais essayer de me positionner dans le compétitif, quels vont être les objectifs que je vais me fixer pour cette nouvelle saison, et puis essayer de parler un peu de sponsoring que j'avais essayé de lancer à l'issue du J2 de Prague, en me disant que avec cette casquette créateur de contenu et joueur de compétition qui commence à me placer de mieux en mieux dans les événements,
eh bien le sponsoring commence à avoir du sens, au-delà du fait que c'est pas vraiment de l'argent pour moi, c'est pour cofinancer ce travail-là qui est fait sur YouTube, ces voyages, et finalement, avec des moyens, proposer plus de contenu, proposer des événements communautaires sur le jeu, etc. Faire rentrer finalement de la visibilité et des capitaux sur Stars Unlimited. Je lance le vlog, on se retrouve juste après. Allez, salut à tous, on est parti pour la partie vlog, je suis tranquillou au Airbnb. On est évidemment déjà aux US, là ça fait déjà quelques jours. Je vais vous raconter un peu l'épopée. Bon, assez fatigué pour le moment, c'est pas tant le décalage horaire, c'est plus toutes les aventures qui sont un peu fatigantes. On est mardi matin là, on est arrivé samedi soir aux US, alors ça c'est à l'heure américaine, à heure moins 9 par rapport à la France. Qu'est-ce qui s'est passé depuis on est parti jeudi de Brest en voiture. C'est 6 heures de route pour aller à Paris. Là, on a pu se faire héberger. Ah non, on est parti. Non, moi je suis parti jeudi de Brest pour aller à Morlaix. Le vendredi, on a fait la route vers Paris. 6 heures de route, un peu moins quand même. On a pris l'avion à Paris pour décoller vers 14 heures Charles de Gaulle, évidemment. C'est 12 heures de vol, quelque chose comme ça. Enfin, 12 heures avec la phase de démarrage, là, où tu passes 1 heure à te balader dans l'aéroport, mais enfin sur le tarmac avec ton avion, là. 12 heures de vol, c'était un peu long. Non, faut remarquer que c'est passé vite. Non, on a joué, il y avait une application sur les tablettes Air France, on pouvait jouer au Monopoly en multijoueur. On a joué au Monopoly en multijoueur, c'était assez marrant. Ça passe le temps. Et puis donc on arrive, donc on est parti à 10h heure française, on atterrit, alors on est parti de Paris à 10h heure française, on a décollé vers 14h heure française. On est arrivé à quoi? À 2h du mat heure française à Los Angeles, quelque chose comme ça, on avait une correspondance, donc au final, on avait un peu peur que la douane prenne du temps. La douane, c'est un check-up assez rapide. Au final, le passeport, il pose 3-4 questions. Qu'est-ce que vous faites? Bon, au final, ça faisait moins peur que dans les films, on va dire. C'était plutôt une formalité, c'était juste un peu long. L'accueil, il y avait vraiment, je sais pas, 500 personnes au contrôle. Voilà, il y avait une énorme queue qui attendait. Puis à cet aéroport de Los Angeles, on avait un deuxième vol pour San Francisco, du coup, puisqu'on a fait notre but de voyage à San Francisco. Et il a été retardé de 2 heures, donc on devait l'avoir à quelle heure? On devait l'avoir à 19h US, donc 5h heure française. Il a été décalé à 7h heure française, donc à 21h30 à peu près. Donc on est arrivé quoi? On est arrivé à minuit, 1h. On a pris un Uber. C'est pas quelque chose que j'utilise, parce qu'à Brest déjà, je sais même pas si ça existe, à vrai dire. Je me déplace très bien à pied à Brest, donc tu t'en fous. On a payé 50 balles pour faire 40 minutes de course, ça me paraît raisonnable. On arrive au Airbnb, du coup il est minuit là-bas, mais en fait nous ça fait minuit, 1h, ça fait combien de temps? 24 heures qu'on est éveillé, puisqu'on est parti à 10 heures pour arriver à 9 heures française, donc ça fait à peu près ça. Au final, on dort et puis ça le fait. C'est juste un peu relou. Alors, quand même, on arrive au Airbnb. Déjà, on trouve pas la douche. En fait, le chiotte, c'était la cabine de douche. Déjà, what the fuck, le concept. Putain, l'eau était froide. Parce que c'était bizarre. En fait, il n'y a pas de thermostat. C'est juste le truc qui règle et la puissance et l'eau chaude en même temps. C'est un concept. Là, autant, sur toutes les visites, je me dis, putain, les Américains, ils sont malins. Tout ce qui est fait pour faciliter la vie on va dire, de l'habitant et du passager, du piéton, même de l'utilisation de la route, de l'espace public, et je trouve très bien pensé. Je ne veux pas épiloguer là-dessus, mais plein de choses, je me dis, putain, c'est malin, ça facilite vachement la vie. Autant là, la douche, c'est un thermostat qui est le même bouton. Bref, donc moi, je me suis douché à l'eau froide comme un connard à 1h du mat, après 25h, donc j'étais bien. Et puis voilà, bon, on a visité un peu San Francisco. Ça me fait vachement penser à Brest, mais en évidemment XXL, puisque le climat est très similaire avec le brouillard, le mi-vent. Il pleut pas trop, remarque, pour le moment, en tout cas, c'est peut-être parce que c'est lié au fait que ce soit l'été, hein, c'est aussi con que ça. Mais dans le fait que ce soit une ville portuaire, évidemment, le climat qui va avec. On a mangé les spécialités locales, là, pas lourdes. C'était vachement bon, ouais. Mais c'est énorme, les portions sont XXL, genre, je sais même pas comment on est venu à bout de ce truc. Mais c'était plutôt bon. Deuxième jour, on a continué à visiter, on est allé voir le Golden Bridge, et puis visiter la ville, Chinatown, et je sais pas, voir un peu ce qui se passe dans Los Angeles. Le but c'était de faire 3 jours. Et puis donc là on est mardi, demain on part pour Las Vegas. On fait un jour de visite à Las Vegas. Mais bon, je pense qu'on va aussi train un peu, sachant que le jeudi on peut aller pick up en avance les au Venetian pour l'event. Donc voilà, et puis où est-ce qu'on en est de la préparation? C'est assez particulier parce qu'on a préparé, moi j'avais beaucoup de temps pour préparer puisque j'avais pris, entre guillemets, je suis off sur juillet, fin juin, début juillet, j'étais off. Donc j'avais du temps pour préparer ça. Très rapidement, je me suis orienté vers un griffe vert Data Vault, parce que j'étais parti de Akbar en fait. J'étais parti du deck Akbar en me disant ça a toujours du sens dans cette méta. Puis j'ai vu que griffe avait beaucoup de potentiel, puisque avec ce jeton avantage, toutes tes embuscades trade à +1, toutes tes menaces sont +1, donc tu peux gagner, n'empêche, 5 6 dégâts à l'échelle d'une partie, ce qui est pas rien contre du contrôle, ou même contre du mid. Hein.
Donc je suis parti là-dessus. La difficulté, c'était travailler en équipe, puisque dans l'équipe, on est en gros 5 ou 6. Dim, qui est pas en France en ce moment, qui est aux Philippines, qui nous a quand même beaucoup aidé, qui avait beaucoup de decks sur beaucoup de decks, donc on a pu travailler un peu. Mais c'était, si on arrivait à faire une semaine de 3 heures, bon, c'était déjà pas mal. Donc c'est pas évident. Sachant que du coup, moi j'ai beaucoup bossé le griffe. Du coup, au bout d'un moment, tu convaincs les autres de venir sur griffe, mais du coup, ils font leurs tests. Sur les choses que tu avais mis au début et tout ton processus finalement d'itération pour améliorer le deck, ils l'ont pas vécu. Donc ils reviennent avec des propositions que tu as déjà débunkées. Donc tu passes un peu de temps aussi à expliquer tes choix, tes machins, donc ça c'est pas mal de temps, parce qu'on n'était pas structuré pour bosser en équipe. Mais à partir de ce week-end là, donc moi je suis aux US, mais Galette et Masta ils ont pu bosser, et là qu'est-ce qu'ils me sortent? Je pars 2 jours, donc je travaille plus pendant 2 jours, la liste DataVault ça devient une liste ultra aggro, base 30 PV, c'est des fous furieux, et donc je me dis bon, changer du tout. Il reste, je dirais, sur 2-3 cartes, parce qu'on a plusieurs cartes qui sont un peu dans ce range 4 cost et 5 cost. Entre jouer Sabine pour faire une double inclinaison, entre jouer le 4-4, vaisseau 4-4 qui donne soutien saboteur, qui est extrêmement intéressant dans la méta avec toutes les sentinelles, tous les 4-3 shields. En fait, il y a beaucoup de shields sur le deck Ahsoka par exemple. Si t'es capable de value trade grâce à saboteur, en fait, tu prends une avance qui est colossale en faisant survivre une unité en mettant une pression spatiale. Donc c'est des Valorant aussi. Moi je suis pas jouer cette carte, jamais particulièrement aimé le fait de mettre une upgrade. Alors elle attaque tout de suite, donc t'as un pump à +2 et t'augmentes la survivabilité de tes vaisseaux, mais tu rajoutes pas de board. Moi j'aime bien du board, mettre de la pression, construire un peu ce schéma de jeu où tu viens mettre plusieurs menaces, l'adversaire doit les gérer. Si tu mets une mono-menace et qu'il a une réponse pour une mono-menace, t'as perdu, enfin en tout cas tu te mets mal. Et voilà. Ce qui m'embête un peu, c'est aussi sur le draft là, parce que du coup, samedi matin, on va commencer par le draft. Quand j'ai fait beaucoup de célébs, pendant 2-3 drafts à la boutique, j'arrive pas à savoir ce qui est vraiment bon, ce qui est vraiment stable. Je vois trop de bons decks, je vois Baylan, je vois Ahsoka. Alors Baylan, je le mets pas en S tier, je vais mettre Ahsoka, Ezra en S tier, avec Cad. Tu vois, c'est dur déjà de se dire Cad, Shinati qui est bon, Baylan qui est bon, Moff Gideon qui est bon. Et une fois que tu dis tout ça, tu te dis putain, tout est jouable. Est-ce que ça joue que sur les bonnes cartes? Le problème c'est qu'en fait, si tu te rends compte sur ce CD, il n'y a pas de cartes vraiment qui font dire c'est trop fort. Il n'y a pas de cartes comme Kanan au 7-7 où tu te dis t'as cette carte, t'as gagné. Il n'y a pas de cartes comme Ona, Zeb. Il y a beaucoup de bonnes cartes, beaucoup de bons body. Mais voilà, c'est des trucs normaux. Et en fait, on s'est rendu compte malheureusement sur les AP et les drafts, c'est que c'est les qui ont la légendaire qui va avec le leader qui gagne. En fait, le mec qui a le Luke légendaire, en fait, toutes les stratégies sont un peu aggro. Il n'y a personne qui joue vraiment contrôle mid en gestion sur ce set. Donc quand t'as le Luke légendaire, tu rases le board, t'as gagné. Ce qui s'est passé plusieurs fois. Quand t'as Nine Sister, que le mec il pense pas parce que c'est une légendaire que tu chances d'avoir, ça fait gagner la game. Donc plein de trucs comme ça. Le seul vrai combo qui apparaît vraiment comme étant broken une fois que tu l'as, c'est Cat Bane avec Justifier. Ou Purifier, je sais jamais. Parce que c'est facile. Du coup t'as enfin des pings, ce qui est pas facile dans le deck Cat Bane d'avoir des pings. Moi j'aime bien Shinati vert là. Où en fait c'est soit tu te dis tu te griffes et Shinati. Je pense que le plan du draft c'est de se retrouver avec 2 leaders, héroïsme et infamie de même couleur, ou de couleurs opposées, mais tu builds dans ces 2 couleurs là. Et tu switches en fonction des grosses cartes qui arrivent. Quand je pense aux grosses cartes, je me dis si t'as le Shinati Starfighter, c'est vraiment un bon early. En blanc, il n'y a pas de cartes qui me font vraiment rêver, c'est peut-être plus ta lège ou tes barres, si t'es capable d'avoir 2-3, là tu fais un peu la diff. A noter qu'il n'y a pas beaucoup de drop 4 dans le truc, donc si t'es capable de prendre des drop 4, c'est bien. Il y a beaucoup de drop 2 par contre, tu peux te retrouver vite avec beaucoup de drop 2, donc faut bien équilibrer ça. Faut pas prendre les mauvais, du coup faut accepter d'essayer de prendre que les bons, quitte à en prendre que 2-3 par plat. Et puis voilà, bon, je sais pas trop où je vais là dans ce vlog, ça fait déjà 10 minutes, c'est assez énorme. Je vous mettrai quelques photos avec pour faire un peu la discussion. Et puis je pense qu'on va se retrouver à Vegas le jour du pick-up, comme ça vous montre un peu vraiment l'ambiance, comment on se démerde. Puis on continue à bosser un peu. Le construit, je pense, faut travailler les automatismes. Là, il y a des decks qui font peur. Mando, ça fait peur. Enfin, ça a l'air stupide as fuck. Le mec, il a 15 cartes en main. Toi, t'es en train de te jouer avec ton caca pour sa base. Bon, si t'as des bonnes sorties, ça va. Hein, c'est toujours pareil. Si tu lui mets, Queen, ça le découpe un peu. Mais voilà, bon, allez. On se dit à tout de suite pour la suite. Allez, on est dans la queue pour récupérer les récompenses. Il y a ça devant nous. C'est assez énorme. Mais il y a combien de lignes? Il y a 9 lignes avec 9 personnes. Je pense qu'il y a 2 personnes par ligne pour enregistrer les gens, apporter les lots. Donc là, on va récupérer les 2 packages VIP. Donc celui que j'ai gagné et celui que j'ai de base, parce que je reste quand même un petit pigeon. Et là, je essaierai de prendre des images, mais je pense qu'on n'a pas accès à le reste de la salle, non. Et les collègues, ils sont partis ailleurs pour le prestige VIP. J'ai pas trop compris. Je leur demanderai après.
Allez, après 1 heure de queue, c'était super fluide pour récupérer le pack. On va s'ouvrir ça là à l'hôtel, on va se poser à l'hôtel. Ensuite, le package, il fallait récupérer le package VIP gagné à la Ligue Star Wars Unlimited. Donc le gars nous dit quand on passe le billet, faut aller voir au infopoint, vous devez de l'argent, vous devez quelque chose, le billet n'est pas payé. D'accord. Donc on se tape une queue d'1 heure parce qu'il n'y a qu'un mec pour gérer le truc. On fait la queue, on arrive, on monte le billet. Ah, il nous donne un truc premium, il trouve. On dit bah non, c'est pas premium, c'est VIP. On nous dit VIP depuis le début. C'est marqué VIP partout. Mathieu dit VIP dans les mails. Je veux dire, j'ai les mails où c'est marqué VIP. Pour venir Xander qui est le contact côté Asmodée, le côté FFG. Et donc au final, on a des premiums, on n'a même pas le VIP. Donc on s'est fait chier pour. Alors c'est toujours du stuff gratos, d'accord. Mais voilà, la récompense promise était un VIP. Et là, il n'y a pas de VIP du coup. Super. Bon, c'est sur le vlog. Alors petite récupération donc, du package VIP. Donc on a le petit, la petite lanière, elle se décroche tout le temps donc c'est vachement pratique avec le badge, comme ça on peut rentrer plus facilement. Qu'est-ce qu'on avait d'autre dans le pack VIP? Il y avait 2 paquets de sleeves gros goût. Il me semblait que c'était 2 arts différents mais au final bon bah 2 fois le même. Donc, voilà. Il y a un petit binder, zip binder donc avec la petite fermeture éclair exclusif. Donc je sais pas si on voit bien à l'image mais Galactic Championship 2026. On a une deck pod. Pareil, je l'ai pas ouverte là pour pas l'abîmer mais c'est pareil, Galactic Championship 2026 fait le même design qu'on a ici. Il y a un petit sac Fantasy Flight Game, donc là c'est avec le VIP, avec dedans plein de stuff qu'on va ouvrir. Il y avait le tapis Mandalorian aussi ici qui est donc exclusif à l'event au VIP il me semble. Je sais pas si les Prestige VIP ils ont un autre tapis, en tout cas il y a celui-là qui est plutôt sympa, qui correspond à la carte Mandalorian du set. Et là on a plein de trucs, on a un Qui-Gon, donc avec l'art classique des gros events, le Darth Vader event exclusif, le Max Rebo Bond qui est lié au fait qu'on a acheté le billet VIP à la sortie des billets, il fallait être dans les premiers acheteurs. Ensuite, on a 20 side event tickets, donc ce sera pour faire des drafts ou des trucs comme ça à côté du main event. Un max de pins, alors j'avoue que ça c'est un jeton initiative peut-être, dommage j'en ai plus, j'en ai perdu. On a 2 gros pins, un VIP et un du Galactic Shield 2026. Un petit pins Max Rebo. Pourquoi pas, donc il y en a plusieurs à collectionner dans l'event, que je montrerai après. Est-ce que je la quitterai par terre? Non, c'est pas grave. Le papier qu'il faut remplir pour collecter les pins. On a des bases en plastique, donc là vous voyez pas bien mais elles sont plastifiées. Ça s'entend au bruit peut-être. Voilà, avec des designs, je sais pas si c'est les designs de base, en tout cas ça donne une texture un peu différente aux bases. C'est dommage, c'est les bases à 27, donc du coup, si tu joues pas une base à 27, bah tu joues pas ça finalement, donc c'est un peu dommage. Et puis on a 2 boosters carboniques qu'on va voir tout de suite, parce qu'il me manque des cartes pour mon... Il faut que je trouve des... ça s'appelle Remanent Lookout en anglais et Sabine Wren. Donc si on peut les avoir tous, ce serait bien pratique. Sympa ça. Ah bon, on a déjà, c'est quoi? C'est une légendaire hyper foil, c'est plutôt bien. On voit pas bien la lumière là. Bon, elle est bien foil, donc ça c'est plutôt une bonne carte. Un peu de bol. Trop stylé. Morgane Elisabeth en prestige. Et deuxième patch showcase de 3, 6. Et donc un mec qui propose de faire ça, comme ça on a la légendaire à la fin. S'il y en a une. Tac. Bon, rien qui m'intéresse. Elle est belle celle-là. Elle est un peu jouée. Et en légendaire, ok. Corinne Shard. Tu peux couper. Allez, lot du jour de participation pour le Last Chance Qualifier, le single Reactor Ignition, 2 paquets de sleeves Obi-Wan et alors 500 tickets pour acheter une carte promo au prize wall et 2 silver pack du Galactic Championship. On va ouvrir ensemble. Il y a beaucoup de promos, je crois qu'il y en a 12 ou 14 à avoir. Donc on va découvrir finalement les 4 premières de la collecte avec Sintakaz. Alors c'est dommage, on va peut-être se mettre là pour l'éclairage. Sintakaz. Oh, Anakin Skywalker qui est une des plus recherchées probablement par les Américains, donc ça c'est plutôt un bon drop, notamment par le fait de la skin. Et on va s'ouvrir le dernier là, il y en aura encore plus demain à ouvrir avec le main event. On a Jyn Erso, ok, c'est dommage si c'est bien, on est bien net là. Elles sont foil quand même un peu, ouais elles sont foil, vous voyez pas bien à la caméra. Et le Legacy Run qui est probablement aussi un des meilleurs drops qu'on peut avoir dans les Silver Boosters, donc c'est carrément cool. À demain. Allez, salut tout le monde, on est le jour du main event, donc voilà un peu la de compétition. Donc c'est vrai que j'avais pas filmé pour le vlog, j'avais essayé d'envoyer une petite vidéo pour les cartes sur table. Un peu la taille du bordel. Faut imaginer que dans cette zone là, à moitié remplie, ça faisait à peu près 1000 pour le Last Chance Qualifier, à la suite duquel aucun Français a réussi à se qualifier. Globalement, sur les 50 personnes, il y avait 42 Américains qui se passaient. Bon, logique, ils étaient peut-être 1300 et il y avait 100 foreigners. Aucun Français qui passe, je pense qu'il y avait 20-30 Français en route quoi. Donc là maintenant tous les Français restants sont ceux qui étaient déjà qualifiés, donc ceux qu'on a qualifiés via les PQ et les différents régionaux. Bon vous connaissez globalement les noms, c'est toujours un peu les mêmes. On est à l'event, il reste 30 minutes avant le début du draft. Hier on a fait pas mal de potes de draft pour farmer plutôt, avec une logique de construire un deck le plus compétitif possible, mais on jouait pas vraiment les parties si on jouait les parties mais vite quoi, sans faire de BO3 etc. Donc là on rentre dans une vraie ambiance aujourd'hui puisque c'est BO3.
Le draft compte évidemment. Si tu fais un 2 au draft, t'as plus le droit à l'erreur. Mais un 2 au draft, tu espères plus rien du tournoi, un 2 au draft. Donc il faut faire 2-1 ou 3-0, comme au French League, évidemment. Je reste confiant sur les drafts que j'ai fait hier. Il y a un deck qui me paraissait pourri, c'était un Ahsoka vert et honnêtement, il perd juste la dernière partie. Il perd juste la dernière partie à HP près et j'ai pas joué de tour 1, donc ça restait solide. J'ai l'impression d'être capable de construire des choses sympas avec tout. Ce qui est très dur, c'est que si tu te fais contest ta couleur, il faut identifier très vite au premier booster que tu vas te faire contest, sinon tu vas jouer les cartes de merde. Alors après, si tu joues bien, tu t'en sors à peu près, mais c'est très dur. Faut pas faire l'erreur de se retrouver avec trop de drop 2, donc il faut savoir en prendre. Globalement, si tu as les bons qui passent, tu les prends, mais tu prends pas trop de drop 2. Souvent, les gens ils se jettent dessus par peur. C'est là, toi, faire tes emplettes pour les belles cartes de late. Et là, si j'ai envie de jouer 3 decks, 4 Bane bleu ou vert, Ahsoka bleu ou rouge, et Ezra jaune ou bleu, je dirais. Si j'ai envie de build 3 trucs en forçant un peu. Shinati vert, j'adore aussi. Avec l'embuscade qui peut arriver par surprise et incliner un truc, ça peut retourner des parties. Voilà, bon, ça laisse quand même cette possibilité. À voir évidemment autour de la table, quand tu es le seul sur un 4 Bane et tout. C'est un avantage énorme, donc il faut savoir analyser ça. Ça va commencer 600 joueurs, quasiment 550 je dirais. On joue Griffe DV, la liste est mise. Bon, hier Tom a joué la liste Griffe DV à quelques motifs près, mais c'est 4 cartes qui changent pour qu'il soit plus à l'aise avec quelques cartes. Il a fait 0-2, il a préféré drop pour faire les tickets, ce qui paraît normal parce que là, pour farm tout le prize wall, il faut 38 000 tickets. Sur une journée complète de farm, on a fait 6 000. Autant vous dire que c'est impossible d'avoir tous les tickets, sauf si tu gagnes Il y a un deuxième event là, équivalent régional qualifier. Alors c'est un peu con parce que les 600 meilleurs joueurs, on va dire, je sens que je vais peut-être là. Les 600 joueurs les plus réguliers, les plus performants, ils sont au main event, donc ils sont pas au régional. Donc il y a un régional assez ouvert qui se passe en même temps que le main. Donc voilà. Je me demande si je suis pas sur les places du régional là au vu des tables, parce que ça ressemble pas à des potes de draft. Bon, je vais me balader un peu pour voir. Avoir été ça hier, en me disant ouais je joue pour m'amuser et tout, mais cette nuit j'ai quand même un peu stressé en me disant que allez, un pote de draft, derrière tu as 3 games à gagner derrière le pote, si tu fais 3-0 pote, c'est possible de faire quelque chose. J'ai vu la méta, Vador, Boba, bon c'est des trucs sur lesquels j'estime être 50-50. C'est plus dépendant de si lui... Non, moi non, c'est chose. J'estime avoir un deck un peu surprise avec quelques cartes qui sont pas trop jouées. Je pense au Tandem Assault, je pense au Moral Authority que les gens peuvent oublier. Surtout la 4-4 Saboteur, mais bon celle-là contre les spatiaux elle apporte rien. À part un peu de gain d'action quoi. Par contre contre les 4 Bane, celle-là elle peut faire une value énorme. À partir du moment où tu vas trade le 4-3 shield, gratuitement quasiment, si tu mets par exemple tu mets Queen avec un smile, c'est réglé quoi. Donc il y a de value à faire et ça peut surprendre. Donc voilà, bon, après j'ai quand même l'espoir de jouer des Ezra et des Griffes rouges, c'est quand même un match-up assez free hein, avec les 33 HP Data Vault, je reviens fort dessus. Ezra il sort, je peux le tuer avec beaucoup de cartes, j'ai vraiment beaucoup d'options pour tuer Ezra quand il sort. Donc voilà, bon, on va voir, je vais essayer de vlogger un peu toutes les parties. Le draft va être encore un peu long, j'ai un peu peur de ça. À Prague, on était 60, c'était une purge. Là, on est 600, donc ouais, j'ai un peu peur que ça soit un peu longuement. On verra, il faut bien se détendre. Et puis c'est parti. Alors, petite shake-up. Donc effectivement, j'ai eu le bail sur la draft. Je sais plus trop ce que j'ai vlogué. J'ai un petit doute sur le fait que j'ai dit que j'ai draft une Ahsoka bleue, qui est plutôt pas mal en vrai. Je pense que ça peut gagner un peu contre tout. J'ai un très bon top end qui est super intéressant. J'ai le bail parce qu'on est 9 et bon bah je la chatte, hein. J'ai le bail, tant mieux, une victoire. Et je vois Shinati en face, donc déjà c'est relou. Je sais que le mec est à côté de moi, je sais que je les feed parce que bah il y a un moment où je peux pas counter pick quand le booster c'est 3 de Shinati Starfighter. L'autre Unco qui est bien là, c'est même pas Unco, c'est le garde de l'empereur. Il y a un moment où je peux pas counter pick donc ça sert à rien de counter pick ça. Donc je sais que le mec s'est mis trop bien. Et bon, game 1, mulligan, enfin avant mulligan, pas de T1, je mulligan parce que bon, c'est un peu chiant de voir un T1, surtout l'init. Donc autant j'ai pas l'init, je m'en fous, autant là j'ai l'init, donc ça casse les couilles. Je mulligan, pas T1, parfait, j'en joue, j'ai la moitié du deck quoi, T1, T2. Et je la stabilise la game, je sais pas comment, bah en fait j'ai tous mes removals quand même, tu vois, je fais get lost, machin. Je fais que enlever ces trucs, avec grassroot résistance, les embuscades, machin. Je tiens. Je déploie Ahsoka pour mettre un peu de pression pour aller gérer du board. Il fait le sort, il a l'unité 6-5 évidemment le tour d'avant. Il sort le sort, le barrage, donc il tue Ahsoka pour 4, cool. Je la stabilise parce que j'arrive à tuer le truc, je sais pas comment, je sais même pas comment je le tue ce 6-5. Bon, j'arrive à le tuer. Et j'ai stabilisé, c'est bon, toutes les emmerdes sont parties. Le Baylan, j'ai fait tomber un Baylan en tradant un peu parce que j'ai des trucs avec des boucliers. Ah oui, j'ai fait un super lot 4. Lot 4 avec le plus de clés piochées, du Acier Steel, donc lui il a tué 3 unités, je pense, 2 ou 3 unités. Et donc j'ai pu tuer Baylan et je suis bien. J'ai le Walker qui est pris en main pour me finir la game parce qu'il va me soigner à l'infini et il pourra pas jamais gérer Walker. Et là il fait Remanent Lookout. Puis le tour où je vais jouer enfin
Le Walker, je l'ai dealé au max, j'aurais dû jouer plus tôt, mais il fallait plutôt enlever les unités tout de suite avec Grassroots Resistance au lieu de prendre 7. Et fait Remount Lucas, il enlève Trash Walker, bah j'ai plus de late, donc c'est la merde. Et la game 2, je suis plutôt bien. Qu'est-ce que je prends comme bad beat? Je suis plutôt bien toute la partie en fait. Je suis bien toute la partie, je suis devant, je le pousse à 21. Il doit sacrifier quasi Shin dans Ahsoka, parce qu'après je peux finir Shin avec un Mando bouclier. Et là il deploy le tour de Shin. Non mais c'est vraiment hardcore. Le tour, ah non c'est le tour d'après, le tour à 7 ressources, il déploie le vaisseau Sith 6 qui fait 2 dégâts unpreventable. Donc il enlève un Mando token. Et tous les tours il fait 2. Donc il me tue des unités tous les tours. Et à la fin il est à 27 sur sa base. Donc j'ai perdu 3 unités, ça me casse trop les couilles. C'est pas de chat en vrai, le mec il nous fait niquer par une rare et une lège un peu ce qui est normal. Et au final passe vise là, à part faire une sentinelle, l'autre il switch spatial. Donc globalement mon deck a pas un power level de fou. Mais bon le problème c'est que c'était Shinati donc j'ai jamais pu faire mon effet. C'est à dire que je le monte à 27 sans jamais faire mon effet. Quand je le fais, bah voilà il fait ouais c'est ça, je l'ai fait une fois. J'ai mis c'est ça, je passe mon Mando 4-2 shield et il passe à travers 2 donc je perds 4 dégâts. Moi c'est catastrophique. Je pense qu'on peut pas avoir plus de bad luck. Bon, le gars jouait bien, hein, mais il a le match-up, donc c'est dur de dire. Et bon, vas-y, il y a des trucs un peu durs. Si aussi, je me suis fait avoir. Il est gentil, il m'a laissé rollback un truc. Mais bon, j'avais déjà perdu. Donc, j'ai le Mando dans la flagship. En fait, il a que embuscade. Si j'ai un leader déployé, vu qu'il tue Ahsoka à chaque fois tout de suite, bah en fait, ça sert à rien. Bon, le seul intérêt, c'est un gros body. Hein, donc je trouve pas si nul. C'est un gros body. Ça sert toujours pour le late. Bon, bref, on verra. Faut gagner la prochaine. Ce serait quand même sinon ridicule d'avoir que le bail en victoire. Allez, c'est bon. Je suis en 2-1, donc c'est pas mal. C'était l'objectif minimal pour pas être déçu, pour pas que ce soit une perf de merde, on va dire. Enfin, pour pas être déçu, quoi, de mal sortir en draft et d'avoir aucun point de vie pour le construire. J'ai joué un Ezra jaune. En fait, bon, je fais des drop 1 un peu chiant pour lui. Première game, je joue Neil. Donc, bah, si Neil reste, il va pouvoir trade son premier tour qui est une 2-3 ou une 3-3. Avec l'avantage, en tout cas, c'est une 3-3. Du coup, il est obligé de commencer par trade Neil. Du coup, je prends l'initiative en jouant. Ah non, ça marche pas. Il joue. Ouais, c'est ça. Il joue la 2-2 support raid 1. Donc, il tue Neil. Il perd son avantage. Donc, du coup, il commence pas à taper la base et à générer des avantages. Moi, je pose une 2-3. Si je dis pas de conneries, qui crée un Mandalorian quand elle meurt. Donc, cette 2-3 va pouvoir tuer les 2 unités en face et créer un Mandalorian token. Donc, en termes de value, c'est juste insane. Parce que, du coup, son tour 2, je l'annule avec mon tour 2. Malgré le fait qu'il ait niqué mon tour 1. Et donc, finalement, il va jamais taper ma base parce que. Petit à petit je snowball, il y a juste un moment où il met plein d'upgrades sur Ezra mais je lui fais, j'envoie mes unités dedans parce que avec le buff Ahsoka elles ont plus 2 donc ça tombe vite. Je le finis avec Grassroots Résistance donc je fais que me heal en plus, donc il peut rien faire. Et la game 2 je fais double drop 1, comme ça s'il part spatial ou terrestre je peux toujours trade. Et je fais la 1-2 spatial, il a Green Leader, il est obligé de suicider. Il met 2 dégâts sur mon Lotcha, parce que du coup j'ai joué Lotcha, ça le bloque pour les supports embuscades, c'est pas mal. Du coup le tour d'après Lotcha il va tuer quelque chose avec un +2, il tue son tour 2. Et donc tu vois une fois de plus en faisant ça je prends de l'avance sur le board et je crois que cette game il a tapé ma base par dépit à 3 on va aller un peu plus, il a mis quelques vaisseaux. Oui c'est ça, il a mis quelques vaisseaux, il a du temps à commencer à taper mais à Ezra, des vaisseaux avec support donc il a l'initiative, il tape un peu. Et deploy Ahsoka, je gère le board et le tour d'après Ahsoka j'ai le Mandalorian flagship qui permet de gérer une unité spatiale donc je pré 25 sur ma base, il va faire 2 trades ce flagship. Et voilà, et je tiens, et puis à la fin, les 2 games, j'ai eu Trash Walker au bout de 8 ressources ou 9 ressources, j'ai Trash Walker parce que toujours j'ai vu tout mon deck, donc à force de draw en plus, donc j'ai vu tout mon deck et Trash Walker à chaque fois, il peut pas faire. Trash Walker il peut pas répondre, je me soigne 3, je récupère les sentinelles dans ma défausse, les embuscades, c'est juste insane. Donc c'est cool de 1. On part sur le griffe DV, c'est parti. Allez, donc on était en 2-1 à l'issue des drafts. J'ai joué en première game un Luke Data Vault, je l'ai très bien géré, la première je la gagne. Assez largement, parce que je deploy du Killeran, du machin et je le bute. La game 2, je m'en sors sur double commandeer, je commandeer une première fois pour gérer 2 de ses unités. Il deploy du coup sur un chip un peu nul, il tape que à 6. Et l'intérêt c'est quand il tape à 6, il doit mettre 5 coups à ma base pour la tuer. Alors que quand il deploy à 10, c'est presque 3 coups suffisent. Donc déjà bonne chose, moi je me déploie un peu terrestre. Et à la fin je refinis sur un commandeer en lui volant un de ses vaisseaux pour finir la base. Donc 2-0. Ensuite je joue une Ahsoka bleue. Un mec que je joue souvent au tournoi, qui doit être à peu près de mon niveau, on se voit souvent sur les tournois au même moment. Je joue Ahsoka bleu et en fait il fait pas les sorties de dinguerie de Ahsoka. Moi j'ai les openings sympas avec Mina et Gunji, donc du coup j'ai des bodies qui peuvent trade, donc c'est pas mal. Je vais gagner les 2-2-0 parce qu'il va plutôt trade et il se retrouve en late game avec, certes il fait un deploy Ahsoka Sapa, mais souvent je peux dépage, Ahsoka je survis, donc voilà, donc je gagne 2-0. Et après je joue un Mando Hard Control, que je 2-0 aussi avec le side. Non, son side c'était un peu dur,
Mais je finis sur un tandem assault qui tape à 12 bases, le mec s'attend pas, et ça finit la game pile poil, nickel. Enfin, après je setup pour prendre l'initiative et finir avec son tandem assault. Et la deuxième, je me top une Ray, du coup ça bloque le laser blast, parce que si blast Ray elle est open, elle va free DPS, et il peut pas la gérer, ou alors faut qu'il ait Hammerhead, mais il a 6 cartes en main, donc il peut pas tuer Ray en une fois. Et je finis par, dernier tour, comment dire sur son Hammerhead, j'ai toujours Ray qui a pris 2 dégâts, il blesse Ray une première fois, je fais tandem assault. Donc je tape à 9 avec Ray parce qu'il a blessé Ray, un truc qui le heal, donc il le heal de 2. Je tape avec son vaisseau que j'ai comment dire et Ray, donc à 5 plus 9 plus 2. Je sais pas faire le calcul, ça fait genre 16. Il est à 34 PV et en fait je joue Queen parce que du coup j'avais de la thune, on était à 12 ressources, donc je gagne hard control. Et là je viens de perdre très violent contre Prince bleu, mais j'ai fait des opening Canyon Frontrunner, j'ai pas eu forcément le choix. L'intérêt c'est que vu qu'il open Yaddle et que je mets Canyon Frontrunner, s'il a pas de réponse je peux trade, je suis en 5-2. Et donc il fait la stratégie, il tue, salut French Palpat. T'as fait combien French Palpat? Il y a des questions qui fâchent. Ok, on pose pas la question. Je suis en 3-4 là. Et la game 2, je re-open Cannon Frontrunner, mais cette fois j'ai l'init. Il va jouer Anne. Du coup il redresse Anne, il tape avec Anne, il trade Frontrunner, il a déjà 2 unités et il va soir, mais je peux rien faire et c'est perdu. Ça fait mal. Et voilà, donc on est en 5-2, il faut tomber un bon match-up pour s'en sortir. Moi je vais faire pipi, hein, je te laisse. T'es en combien? Attends, C'est parti donc pour les récompenses de participation du main event. Et demain on aura donc la suite puisque je passe au jour 2 du main event, donc il y aura encore plus de lots, probablement beaucoup de black pack, et avec un peu de bol en fonction du résultat, des récompenses encore plus exclusives. Un deck pod Galactic Championship, donc c'est pas le même que le VIP, c'est une autre couleur, bon voilà. Un petit pins Luke, la petite promo Luke aussi, qui envoie vraiment grave. Vous pouvez voir derrière il y a le tapis Luke, qui est du coup le même art, qui met vraiment la pression, il le pose comme ça met une petite ambiance. On récupère les lots du Day One avec le Steve Obi-Wan, le Single Actor Ignition, du Day One, du Last Chance, pardon. On récupère tous les Silver du Last Chain, donc ça fait 8 Silver Packs et 3 Black Packs pour le moment, mais du coup j'en ai gagné 12 de plus, même 15 de plus, donc demain j'en aurai 18 à ouvrir. Je vais peut-être en ouvrir un là pour la vidéo, et puis j'ai pu récupérer un peu au Prize Wall, une Ahsoka et un Maul Showcase, et on verra demain pour la suite. Est-ce qu'on s'ouvre un petit pack? Non, on n'a pas le temps, j'ouvrirai des packs dans une autre vidéo. Ciao tout le monde. bon, allez, la phase de draft, enfin le pod c'est terminé. J'avais Baylan et Shin, donc je suis parti sur un pack jaune-bleu. Je pars du principe que je vais jouer Shin. Il n'y a pas forcément de raison, je préfère le leader plus parce que j'ai l'habitude de le jouer. Peut-être que c'est une erreur et je vais vous expliquer après. Première game, j'ai pas l'init, il gagne au dé, on joue contre Doritos. Il gagne la première, j'ai l'init, je gagne la deuxième parce que je peux incliner ces trucs et donc je fais un peu plus vite la course. Et j'ai des bonnes upgrades, donc à chaque fois qu'il commence à pouvoir trade, en fait je mets hors de portée avec des upgrades qui donnent plus de 2, des shields, des machins. Donc bon, je gagne la 2, la troisième il a l'init, c'est pas mal. Parce que ça lui permet de faire les trades quand il peut les faire, vu que j'ai des unités assez faibles. Mine de rien, j'ai beaucoup de 3-3, j'ai pas beaucoup de fois à la 4-1, j'ai pas le vaisseau 3-1 de Shinati qui serait insane. Et donc je perds 1. La deuxième, je joue contre l'ancien top 4 de l'année dernière, donc gros joueur. Il joue griffe jaune. Bon, il a un deck sympa. Il a Green Leader déjà tout 1. Moi, je suis pas trop mal. Je mets 2 unités terrestres, donc je tape à 4 là où lui tape à 4-3 derrière. Je vais upgrade mes troupes, donc je tape vraiment fort, vite. Et en fait, il se retrouve à un setup où il a 13 dégâts, 13 PV sur sa base. Moi, j'ai genre, je sais pas combien, je peux vraiment le mettre mal ce tour, en mettant double upgrade sur Shinati, où j'ai un Ferry Droid 1-5 qui peut taper. Et en fait, ce que je fais mal, c'est que je vois pas qu'il a une 2-2 raid 1, enfin je vois pas le raid 1, et donc moi dans ma tête, il pouvait pas me tuer avec griffe. Et s'il peut pas me tuer avec griffe, ce que je fais, c'est que juste que je buff Shin, je tape avec Shin quand il sort griffe, parce qu'elle tape à 7, il incline griffe, et du coup au prochain tour, s'il a pas de boost, il peut pas gagner. Et j'ai 7 avec Shin, donc ça tue, parce qu'il y avait 14. Et en fait, le play, c'est de taper avec Shin dans la base à 6, incliner la 2-2, lui il déploie griffe, je tape un à la base, et du coup Shin à l'étal. Et là, je gagne la game. J'ai pas fait ça, donc j'ai perdu la game, super. La deuxième, j'ai je la gagne. Et la troisième, il fait Green Leader, Blade Wing. Donc j'ai pas trop de réponse à ça. Je pourrais avoir la 4 en bouche, pas pour tuer les deux, parce que je l'ai pas, dommage. Parce que si je tue les deux, là, je suis trop bien, il peut pas revenir, je pense. Parce que je meurs pas en plus, c'est-à-dire que je tue les deux, j'ai une 4-3, ah si il fait 2 back. Et après il joue la 4-5 qui donne en attaque un avantage. Donne un avantage à des exhausted units, donc en fait il se retrouve avec une 5-3, une 4-3, moi j'ai ma 3-3, je pose une 2-5, donc en fait la 2-5 elle peut se faire tuer par la 5-3.
Et en fait, il va trade mon unité pour m'enlever ma ressource. Il va m'enlever la 3-3 avec sa 4-3 du coup. Derrière, il va base et puis je peux pas revenir. Il a encore le truc à 4 qui fait un avantage. Et après, oui, il a le truc à 4 qui fait avantage. Et après, il a le truc à 5 qui crée un avantage en début de phase. Donc je me fais défoncer. Donc ça se fait trop chier de faire 0-3. Et derrière, il faut gagner 2 games de construit idéalement. Mais bon, là c'est pour être moins ridicule quoi. Bon, voilà. Allez, on est parti pour les récompenses du J2 de participation au jour 2. Puisque de toute façon, il n'y aura pas de récompense de jour 2 pour moi. Puisque j'ai fait de la merde, j'ai tout perdu. J'ai juste eu un bail et je finis 69ème. Donc pas de récompense en plus. Mais les récompenses du jour 2, donc c'était finalement les récompenses du jour 1 qu'on a récupéré, donc 12 Black Packs plus 3 Black Packs de participation. Il y a ce playmat, pas l'Obringer, c'est le Chimera, et il y a la carte Chimera que j'ai déjà traite contre plusieurs Vador des Silver Packs du Galactic Season 1, et il y a aussi ce petit pins de Palpatine, Empereur Palpatine, et là, avec le temps qu'on a, j'ai pré-ouvert quelques Black Packs pour qu'ensemble on puisse ouvrir des cartes et essayer d'avoir Nine Sisters et Prévisa qui sont les hits de ces boosters. Maroc, c'est un très bon hit. Boba Fett aussi. Je sais que Boris, il en cherchait un. Allez. Il y a beaucoup de jolies cartes. Hein. Encore un Maroc. Un Prévisa, c'est super. C'est les drops qu'il faut avoir. Ça part entre 100 et 120 dollars au Galactics. Un Boba, un Ebon Hawk. Et dernier petit booster. Après, je vais garder les autres scellés pour la collecte. Une Nine Sister ou pas pour vous montrer un Mando et une Momotma. Voilà pour cette petite vidéo. Bon allez, on va parler un peu de la préparation à ce Galactic Championship. Du coup, je vais vous expliquer un peu ce qu'on faisait en équipe, ce que j'ai fait à la boutique pour voir un peu comment j'ai essayé de me préparer à cet événement. Donc l'événement c'est le 22, je sais déjà plus les dates, 24 juillet. On commence, on est en équipe, on est 6 dans l'équipe. Donc il y a Dim, T-Guts, Masta, Galette Saucisse et Magic Braise. Vont à l'événement tout le monde sauf T-Guts et Dimitri, il est en stage d'études à l'autre bout du monde, donc pas pratique pour lui, mais en revanche, évidemment, hypé par l'événement et hypé par le jeu de manière générale, il avait déjà build, avant même le début des trainings, une vingtaine, trentaine de decks sur lesquels on allait pouvoir démarrer notre travail. Donc, globalement, Galette Saucisse et Dim avait du temps bien avant nous. Moi, j'ai pu me rendre dispo après le 27 juin, parce que j'ai pris cet été, je suis tranquille, en gros. Et c'était à partir du 27 juin. Avant là, il fallait boucler la saison de tennis. Il fallait boucler ma mission au boulot pour partir tranquille. Donc voilà. Donc il y avait du taf. Je pouvais pas consacrer du temps au Galactics, du tout. Jusque là. Donc, je suis arrivé autour du 27 et ils avaient déjà pré-mâché pas mal le travail. Ce qui faisait ressortir déjà quelques decks intéressants. Cat Bane, c'était une évidence. Il y avait des sujets intéressants comme l'armurière. Boba, c'était toujours une évidence. Magic Braise qui arrive toujours à être performant avec. Bon, on fait quelques tests, on avance. Et puis bon, je commence à essayer de pousser un peu. Griffe bleue, c'était un truc qu'on avait pensé en revenant de Angers. Je me rappelle avec Thomas et Seb. Il y a des choses qu'on essayait de cogiter. Alors je crois que Seb dormait, donc c'était plutôt juste avec Thomas qu'on avait cogité au griffe bleu. Voilà. Bon, arrive un moment où il y a effectivement une première liste Griff Data Vault qui arrive sur la table. Je vais essayer de vous la trouver en attendant. Et de cette première liste, je vais tomber in love du deck, donc c'est celui que je vais le pousser le plus possible. Je crois que cette liste, elle tombe le 3 juillet. Je vais faire une petite pause de vidéo et je reprends après. Bon, en fait, je retrouve la liste, mais il y a l'adresse Dim dessus, l'adresse mail, donc j'ai pas forcément envie de lui mettre sur YouTube. Donc c'est effectivement au 3 juillet qu'on a une première liste. Je teste cette liste, je suis assez fan. Je fais des premiers tests avec Galette, avec Dim, avec Magic Braise. Globalement, le deck passe un peu sur tout. L'armurière, dès que l'armurière deploy, si t'as la réponse à l'armurière, c'est fini. Boba, je joue contre Magic Braise, ça passe beaucoup. Surtout quand après j'ai rajouté Commandir, bon, vous verrez la liste, ça passe très bien contre Boba. Il y a juste quelques games que je perds sur AN exact létal, donc c'est un peu frustrant. Et Cat Bane, ça passe bien. Donc globalement, on se dit, bon, c'est 50% space, le combo vert-jaune avec le +1 de griffe, ça permet de gérer à peu près tout le spatial, donc très solide. À l'époque, Ahsoka n'existe pas trop encore dans les discussions. Mando, ça n'existe pas trop encore. Bon, on découvrira après que Mando, de toute façon, c'est pas vraiment un sujet. Et voilà, donc le deck fait son petit bonhomme de chemin. Moi, je pars 10, 12, 13 jours plus tard pour les US, donc il y a 2 semaines pour peaufiner ça. Et bon, ça reste une équipe, donc il faut aussi que tout le monde puisse avoir une liste à jouer, donc il faut
On traîne avec de toute façon le plus de decks différents possible pour valider, mais bon, c'est pas très régulier, on arrive de temps en temps à se capter. Le problème c'est que on n'est pas tous à l'aise avec tous les decks, donc tu t'entraînes souvent contre les mêmes decks parce que le joueur maîtrise Boba, parce que le joueur maîtrise Armurière, parce que le joueur maîtrise Griffe. Bon voilà, donc on creuse pas si loin que ça sur certains trucs, et notamment parce qu'on n'arrive jamais... Alors pourquoi ça fait ça ? Qu'est-ce qui se passe ? D'accord, donc j'ai un setup assez bancal, peut-être qu'en ayant volé le USB hub, c'était pas une si bonne idée du boulot. Qu'est-ce que je disais ? Donc voilà, donc on se voit pas souvent et il faut quand même organiser quelque chose en live. J'arrive pas à voir Masta qui arrive tard dans le truc, il bossait aussi, saison sportive, etc. Et donc au final, je vais partir aux US après avoir train le limité en boutique. Du coup, les joueurs de ma boutique venaient pour les AP, donc les AP ça donne beaucoup de données quand même. Et puis j'ai organisé 2-3 drafts quand même en boutique aussi pour ça, pour avoir les idées claires. Les conclusions du draft du scellé, c'est que Cat Bane est au-dessus de tout le monde. Bon, s'il arrive ne serait-ce qu'à avoir une 4-3 et s'il a un justifier, ça devient godlike Cat Bane. C'est assez dur, sachant qu'en draft, en plus, les choses qui ping sont pas forcément intéressantes pour les autres decks. Donc si les autres counter draft pas, ce qui est jamais forcément conseillé, c'est pas si évident de counter draft dans ce format. Bon, sauf si tu vois des grosses dingueries, genre les 4-3 shields, t'as quand même tendance à les prendre par défaut pour counter draft. Mais voilà. Et puis après, t'as une ribambelle de leaders. On pense à Baylan, Griff, Ezra, Shin, Ahsoka, qui sont plutôt A tiers. Et donc, un peu derrière. Et donc, si t'as 4, t'es bien. Si t'as les autres, t'es pas mal. Il faut après un kit qui supporte bien. Bon. Et puis, si t'as les lèges qui vont avec, les rares qui vont avec, ça renforce hautement ton kit. Donc, le draft, je m'en soucie pas plus que ça. J'ai fait mon expérience. De toute façon, l'équipe, elle voudra pas tech sur le scellé et ils ont pas le temps et ils font le LCQ, pardon, donc ils veulent pas consacrer de temps là-dessus. Ce que j'entends totalement et donc je bénéficie de la boutique pour faire ça. Donc moi je pars aux US avec mon griffe qui est à peu près terminé. J'emmène une 10-15 de cartes potentielles pour mes ajustements. Hein. Vous verrez, il y a pas plusieurs idées. Je pense à Gorn, mais typiquement Gorn, on s'est dit qu'on n'allait pas avoir besoin de Gorn parce que les match-up crédits par potentiellement Chewbacca, qu'on pense qu'il ne sera pas dans la méta. Hein. Le field qu'on estime c'est 50% spatial, 20% CAD, 30%, 15%, ouais c'est ça, de hard control de contrôle et une 15% de deck comme nous qui testent des choses assez mid finalement. Donc plutôt griffe, plutôt voilà, des choses mid, on va dire du mid-range quoi, à 15%. Donc ça c'est l'analyse. Et puis donc je pars aux US à San Francisco. Et pendant mon week-end à San Francisco, l'équipe, en tout cas juste Masta et Galette, ont réussi à se faire une session. Et là le deck en fait perd sur CAD. On se rend compte de quoi ? Qu'est-ce qu'on avait ? Le deck CAD que je vous ai présenté, c'était pas un bait ou quoi, c'est le vrai deck CAD contre lequel on s'entraînait. Sauf qu'il n'y a pas Chimera dedans. Donc si vous voulez, on s'est fait une idée du match-up qui était extrêmement erroné, et je sais pas pourquoi il y avait pas Chimera dans ce deck, bref. Et quand Masta a créé un deck Cat Bane pour train du coup contre Galette, tester le griffe, etc., il y avait bien Chimera, et donc le deck passait beaucoup moins bien. Donc il a fallu trouver des solutions en plus pour battre Cat, donc j'ai trouvé, je vous montrerai après, mais j'ai trouvé quelques cartes. Non, moi je les avais pas emmenées, donc j'ai dû demander au gars de la ramener. Il fallait une solution pour Chimera qui coûte, parce que même si on a la solution pour faire la value, toute la partie, quand Chimera arrive, ça peut déjà être trop impactant. Donc il fallait gérer Chimera. La première solution c'était direct hit, ça a fini sur Remanent Lookout. C'est plus simple de mettre de la pression et d'enlever la carte que de devoir ne rien mettre et gérer la carte avec un direct hit. Voilà. Et le deck perd sur Ahsoka, nouveau deck un peu qui arrive sur le tard. Et Ahsoka, il n'y a pas tant de solutions, sachant que le truc, on verra après, la carte qui donne soutien saboteur, c'est quand même une bonne réponse à Ahsoka pour virer les shields, pour aller gérer des unités derrière potentiellement une sentinelle, et mettre de la pression spatiale. Bon. Donc voilà. Et effectivement, ça fait un peu peur. Et donc, on s'était interdit de jouer sur Karabast pour pas que le griffe DV circule. Au final, il y avait quelques griffes DV qui s'entraînaient avec des listes plutôt aggro, donc voilà. Et puis, au final, j'apprends ça. Les mecs passent, ils se disent, ok, pour battre Ahsoka, il n'y a pas le choix de partir aggro. Sinon, c'est mort. Donc, on passe sur une base 30. Bon, moi, je suis à San Francisco, je vois ça. Je me dis, putain, mais le problème, c'est que je peux pas playtest pour me faire mon analyse, pour comprendre ce qui marche pas et proposer des cartes. Donc, finalement, le mercredi, 2 jours avant le tournoi, je craque, je vais sur Karabas, je farm, j'ai plus le choix. Ce que je fais, c'est qu'en fait, dès que j'ai l'étal ou que je vois que j'ai gagné, donc le tour où je gagne avec une secret tech, je concède la game pour pas spoil trop de cartes. C'est un peu moyen comme truc, mais en gros, dès que j'allais finir sur un tandem assault, dès que j'allais break une 4-3 shield avec mon soutien saboteur, je jouais pas la game, je cachais ça pour pas te donner d'infos au minimum. Et donc je vois que ça passe, je me dis bon ok, Ahsoka ça va être dur parce que Nil pour Anne, si j'ai rentré le Canyon Frontrunner en tour 1, c'est mort. Et contre Ahsoka, en vrai si j'ai pas Gungi ou Mina,
et que en fonction de ce qu'il fait, parce que le problème c'est que même si je fais Gungi ou Mina et que je prends la Strazzy derrière, il free trade avec soit même Nil tape dedans et avec la Strazzy, en fait je fais rien. Le match-up est assez pénible et vraiment dur à jouer. Donc Ahsoka, ça restera dur. On se dit à ce moment-là que ça bat pas tant 4 que ça Ahsoka, donc c'est peut-être sera peut-être 6-7% du field. Donc après c'est pour jouer au max une Ahsoka. Finalement, on accepte peut-être de perdre ce match-up, sachant que ce sera un deck qui va performer, donc peut-être qu'on en jouera plus. Ok. Bon, voilà un peu la prépa. Hein. On se retrouve donc finalement le jour du tournoi. Je vais d'abord parler du vendredi, le vendredi qui du coup, moi j'avais pas d'event à faire. Magic Braise et Galette Saucisse partent au charbon, ils doivent se qualifier, doivent faire 7-1 pour partir. Nous on part sur du draft, on chope des Français pour drafter, pour faire des tickets. Tranquillou, ma copine était aussi dans le LCQ, elle partait avec Ezra Jaune, donc j'ai essayé de lui build un truc où le but c'était pas de trop réfléchir, en tout cas stratégiquement il faut une stratégie simple pour l'appliquer après derrière. Et donc la stratégie du Ezra c'était taper la base. Coûte que coûte, choisir la bonne unité en fonction du match-up, c'est pas évident quand tu connais pas les match-up, donc la pauvre elle s'est démerdée un peu quand elle pouvait. Néanmoins elle a gagné sa première partie, donc c'était assez cool, sans gagner son premier match, mais elle a gagné sa première partie, donc ça lui a fait un petit shot d'adrénaline, de dopamine, qui était rigolo. Et donc pendant que nous on farmait des drafts un peu bêtement, on y va, on fait un draft vite, on joue des parties vite, et puis le jour où on a compris qu'on pouvait aller encore plus vite, on a arrêté de faire les parties pour faire le max de points possible, parce que pourquoi 38 000, c'est le prix, si tu veux acheter tout le prize wall en x1, 38 000 tickets, donc c'est énorme, et sur une journée de draft, en faisant 8 drafts, 12 drafts en tout quasiment, c'est 9 000 tickets, donc en faisant 12 drafts à un rythme de 45 minutes la draft, tu peux difficilement faire mieux, eh bien on n'avait que 9 000 tickets, donc un quart du prize wall, très très peu. Donc c'est ça, je pense que c'est une problématique, et je vais le souligner dans les améliorations après. Bon. Finalement, on va parler un peu de la liste. Je vais basculer sur cette vue-là. Hop, je vais moucher. La liste Griff Data Vault que j'ai emmenée du cours 1 et au jour 2, évidemment, la voici. Qu'est-ce qu'on a? L'objectif, la stratégie globale, c'est de chercher au maximum à trade quand on peut survivre ou quand on va faire un trade avantageux, c'est-à-dire envoyer une unité qui coûte 2, par exemple, dans une unité qui coûte 4. Si je suis capable, par exemple, avec un Blue Leader, ici présent, de tuer une 2-4 spatiale en première action du tour, je viens de prendre énormément d'avance. Si je tue une 2-3, je vais pouvoir donner le jeton avantage, donc potentiellement tuer un vaisseau K4 derrière. Donc prendre beaucoup d'avance. C'est un exemple, donc toutes les cartes embuscades, elles permettent de faire ça. Blue Ace, l'intérêt de Blue Ace, alors c'est vrai que je fais encore pas dans l'ordre dans ma présentation de decklist, je vais faire dans l'ordre. Mon Canyon Frontrunner, si je démarre avec, j'ai quelque chose qui tape à 4, qui donne moins 2 d'attaque. Donc toutes les 2-4 en face, je peux les tuer sans moi mourir et laisser une 3-2 du coup. Donc ça c'est fort. Shittyped, ça fait une 3-4 spatiale, on a identifié une méta très aérienne, donc c'est parfait, ça répond bien à ça, ça peut gérer 2 ou 3 unités spatiales. Contre les Vador, ça permet de tuer une 1-2, puis après une 2-1, puis éventuellement blesser une 2-4. Aucun intérêt contre Vador, hein, la 2-4, t'as Blue Leader qui fait très bien le travail. Fireball qui peut être une solution en plus 1 à Blue Leader, qui peut être en late game, chercher 4 dégâts pour finir une unité, ça sert toujours. Éventuellement, il peut mettre 4 dégâts base, hein, il peut mettre un peu de pression. Gungi, bon, c'est du indémodable, hein, ça fera une 2-5, voire une 3-5, donc ça tue toutes les 3-3. Ça avance la base, ça permet de prendre des trades sur des unités en tapant 2 fois. Tinerso qui a la polyvalence de pouvoir faire une 4-3 au premier tour ou d'incliner plus tard le leader, donc ça nique les deploy Boba, ça peut niquer les deploy Luke, ça peut niquer les deploy Vador. Donc c'est une carte extraordinaire. Mina qui, un peu comme Gungi, soit fait une 3-5 restore 1, une 3-4 restore 1, soit c'est tout en fait. Voilà, et elle permet de piocher, donc dans beaucoup de match-ups c'est intéressant la pioche, enfin même tout le temps c'est toujours intéressant de piocher. Anakin's Progressor, dans les situations où j'ai l'init et qu'il est terrestre, je vais pouvoir free trade, poser ma petite unité et donc du coup potentiellement en plus gagner l'initiative ou en tout cas prendre des value trade et empêcher l'adversaire de se déployer. Blue Leader qui permet de value trade le spatial, gérer les unités spatiales qui ont des points de vie, donc toutes les 2-4 elles meurent tranquilles, toutes les 2-3 elles meurent tranquilles, Blue Leader survit, et puis après en terrestre il tape à 6, si jamais je le déploie terrestre pour 5 uniquement, donc en fait je vais gérer tous les leaders qui ont 6 PV qui se déploient à 5, donc c'est assez ouf en fait de se dire ça, donc très bien. Obi-Wan, je joue toujours qu'en x2, j'ai du mal à me dire que j'ai besoin de sentinelles terrestres, et c'est vrai globalement contre tout sauf contre Talzin. Le problème c'est que Talzin a tellement d'autres réponses pour Obi-Wan que finalement c'est pas si dingue. Ça reste une 4-5 sentinelle, hein, ça emmerde beaucoup si tu la joues quand t'as l'init et que l'autre a une 2-4, il est bloqué.
il peut juste pas passer Obi-Wan, donc c'est pas mal. Max Rebo, moi j'adore toujours Max Rebo Band, parce qu'il me permet de jouer au tour suivant soit Queen, soit Sabine, soit je vais rester sur un drop 4 classique avec les drop 4 qu'on verra plus tard. Et du coup économiser un crédit de plus au prochain tour, puisque je vais protéger Max Rebo Band, et après je peux envoyer au tour à 5 ressources Kelleran, Qui-Gon, ou éventuellement après déployer Liberty encore plus tôt. Donc Max Rebo Band assez incroyable, surtout dans des decks comme ça où tu cherches à faire de la value, et à poser des unités qui vont trade puis rester, et du coup déployer du board et mettre de la pression. Plus Max Rebo Band avec l'avantage, mine de rien, il tape à 2, il y a des trades qu'il faisait pas avant, qu'il peut faire maintenant, donc c'est pas mal. Yellow Ice Bomber, carte assez exceptionnelle avec Griff. Pour rappel, donc il attaque, il donne support, donc il peut permettre à l'unité d'attaquer tout de suite. Si l'unité upgrade, donc c'est le cas avec l'avantage, je fais 2 dégâts à une base, donc dans des scénarios de permettre d'attaquer, de trade le terrestre et de commencer à taper la base, ou il y a des scénarios ça permet d'envoyer 6 bases au premier tour et d'avoir une unité qui tape à 5 bases derrière, donc de commencer la course en tête, donc éventuellement contre les agros spatiales, d'avoir le truc qui va trade pendant que le terrestre est en train de taper la base. Donc il y a plein de scénarios contre Boba, Luke et Vador, où tu vas jouer par exemple une Jyn Tourin, ou un Gunji, ou une Mina, donc c'est très bien, tout cela, voire même Cannon Frontrunner. Cannon Frontrunner c'est encore mieux. T'envoies Yellow Ace, t'attaques avec Frontrunner, tu fais 6 bases, tu donnes moins 2 au truc, donc le mec peut même pas te taper ce tour, il peut rien trade. Prochain tour t'as donc tu peux réattaquer avec Frontrunner, donner moins 2, Yellow Ice Bomber peut trade le truc après moins 2, c'est complètement ouf comme sortie contre spatial, et en général, vu que tu vas un peu gérer le spatial quand même pour pas te faire déborder avec les Blue Leaders, les dégâts que t'as mis d'avance, ça permet au tour de deploy de Griff, d'avoir déjà la moitié de la base de fait, et en fait tu deploy Griff, tu deploy autre chose, et tu tues au prochain tour. Donc ça c'est vraiment un scénario qui est intéressant contre spatial. Moral Authority, j'aime bien cette carte, toujours, elle peut, sachant que dans ce deck elle va essentiellement sur Griff, elle peut aller sur Sabine, c'est intéressant sur Sabine aussi, elle peut aller sur Kelleran, mais bon, les plus intéressants c'est Sabine et Griff. J'attache à une unité, je capture quelque chose, donc Griff peut capturer des 4-3, peut capturer des chiméras, peut capturer des trucs un peu chiants, et taper 6 bases, donc en fait ça fait, Griff va taper en général 2 fois du coup, et va taper à 12 bases, c'est énorme, c'est 25% c'est 30% du travail, que dis-je, plus que 30%, 35-40% du travail, 12, donc c'est énorme. Blue Ace, déjà très bonne carte historiquement, mais cette fois-ci avec l'avantage, il a la polyvalence de soit tuer tout ce qu'il y a 4 et passer à 5 derrière, donc pour avancer la base, ou maintenant il gère les AT Hauler, il gère les Justifiers, il gère les Blue Ace, bref, il gère tout ce qui a 5 PV et ça change vraiment tout dans la physionomie d'utilisation de cette carte, ça la rend vraiment extraordinaire. Typho il reste là, c'est toujours une sentinelle terrestre qui permet de se soigner, on en joue que 2, pareil, l'intérêt c'est qu'il peut aller récupérer avec Kelleran, donc c'est vraiment cool. Une des cartes ajoutées en last minute, c'est cette Unsanctioned Patrol, support saboteur, donc qu'est-ce que ça permet? Imaginons sur la table, j'ai un Obi, le mec joue la 4-3 Shield, Sentinelle, j'ai l'initiative, Unsanctioned Patrol, j'envoie Obi-Wan dedans, Obi-Wan prend 4 dégâts, d'accord, mais l'autre carte est mort avec mon Obi-Wan est 3-1, il peut plus se faire ping par 4, c'est plutôt un bon trade. C'est intéressant aussi si j'attaque la 4-3 avec l'Anakin Spawn Racer, ça marche aussi. Imaginons il a blessé mon Anakin Spawn Racer, il peut pas l'achever tout de suite parce que je crois il a pas ping tout de suite, au tour à 3 ressources, il va mettre sa sentinelle, le mec c'est sa première action, du coup je peux pas attaquer avec Pod Racer parce qu'il se suicide, Unsanctioned Patrol, je prends le free trade, et là c'est fini parce qu'en plus potentiellement je reprends l'init s'il a envie de ping, s'il ping pas il a rien deploy, c'est la belle vie quoi, donc c'est vraiment exceptionnel. Queen, incroyable quand elle est, toujours incroyable parce qu'avec l'avantage de Griff, mine de rien elle tape à 6, ça peut bloquer des leaders, ça peut bloquer des unités, donc c'est cool. Quand Griff est déployé, les spies ont aussi des jetons avantage, donc ça permet de pousser, avec le buff ça pousse 12, ça pousse 6 avec Queen, 3 avec les autres, donc ça pousse 12 dégâts. Vous vous rendez compte, sur tout le deploy je suis capable de pousser 12 dégâts grâce au buff sur les différentes Queens. Bon, Sabine qui permet d'exauce 2 unités, plutôt une bonne chose dans le match-up Ahsoka, des fois sur le deploy Ahsoka, de coucher tout le monde c'est pratique, ça permet de gagner du temps, ça permet de déployer son Griff, ça permet d'avancer un peu la base si besoin, ça permet de prendre trade les spies, ça permet de trade des trucs, ça gagne du temps. Comment dire fondamental, parce qu'on a dit que c'est une méta 50% spatiale, éventuellement il y a Justifier dans le Cat Bane, donc comment dire très bien pour pousser des dégâts, pour éventuellement double trade. Children of the Watch, il a été beaucoup questionné celui-là, puis en fait je me suis rendu compte que dans le match-up Mando, il était essentiel, et enfin dans les match-up hard control même de manière générale. Il est essentiel, c'est ça qui me fait gagner contre Mando, hard gagner contre Mando. Dépa, très bonne carte, elle tue Ezra, elle tue Ahsoka, elle tue plein de trucs à 6, elle passe à travers la 4-3 Shield Sentinelle, elle a beaucoup de points de vie, elle a embuscade, elle répond à énormément de qualité pour la stratégie de ce deck. Renovate Dignitaries, donc toujours pareil, si jamais la course est un peu mal passée contre un deck spatial,
Bah, il a probablement pas interagi avec Queen, il va probablement pas interagir avec Griff, donc si je pose Renovate Dignitaries, je vais me soigner de 10, et ça fait flip la game. C'est comme ça que je vais battre le Luc. Data Vault à la première game, je vais lui mettre Renovate Dignitaries et je vais gagner la game tranquillou alors qu'il avait bien race. Kelleran Beck, bon voilà, hein, ça permet de poser 2 body, les deux ont l'avantage de Griff en général, donc c'est juste exceptionnel contre tous les match-ups, évidemment. Qui-Gon Jinn qui permet de trade Cat Bane gratuitement, qui permet de trade d'autres trucs qui ont pas 5 d'attaque gratuitement, donc c'est plutôt une bonne carte. Je l'ai pas tant joué sur ces galactiques, tout simplement parce que j'ai pas joué les leaders sur qui c'était intéressant, hein. Bah, en ayant joué Luke, Mando, ah si ça tue Mando, c'est vrai, je crois que j'ai buté des Mando comme ça. Des pas tue Mando d'ailleurs, c'est assez ouf, hein. Le Mando il sera 6, des pas tue Mando facile, c'est vraiment très fort. Tous mes Mando je crois qu'ils sont bouffés une dépa ou un Blue Leader, donc ça fait gagner la game. Mais évidemment Liberty, hein, il faut du top end pour finir. Liberty qui va taper à 10, donc vous imaginez le truc, c'est je pose Liberty le tour à 8, si le mec a pas de réponse c'est que je prends bien l'init. Liberty plus tandem, je peux caler des gros 16, des gros 29, des gros 19, donc ça termine complètement la partie. Le sideboard, on joue contre Control, Ray, Jam Communication, Remanent Lookout, Double Cross, contre des decks un peu plus agressifs en fonction de ce qu'ils jouent. On joue Renovate Dignitaries, comment dire, donc c'est pour les spatiaux, hein, clairement. Avec Ahsoka, on joue Renovate aussi. On joue Jam pour éviter les Nothingness to Fear, par exemple. Remanent Lookout qui peut rentrer un peu contre tout le monde si on sait quoi enlever. Voilà, c'est ça la difficulté, c'est qu'il faut savoir quoi enlever dans le deck pour rentrer ça, puisque ça peut servir un peu contre tout, s'il y a vraiment des cartes qu'on sent qu'on n'a pas de réponse. On joue Remanent Lookout, il est vraiment rentré pour se dire qu'il faut gérer Chimera, et voilà. Bon, voilà pour la decklist, je suis parti avec ça, du coup les autres sont partis avec des versions légèrement différentes, notamment je pense pas qu'ils jouent Moral Authority, ils sont plutôt partis avec Anne Pilote parce qu'ils le préféraient. Moi je suis pas fan de Anne Pilote, déjà parce que j'aime bien jouer plutôt Uncurve, évidemment, hein, pour poser un body qui fait le maximum de la value à ce budget-là, et parce que je me dis que si le mec a une réponse, bah en fait je perds trop de value d'un coup, je vais perdre et mon vaisseau et mon âne, donc je perds 2 tours en fait de jeu et c'est pas bon du tout. Moi j'aime pas du tout cette philosophie-là, donc je suis parti sans. Voilà pour la liste là. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? C'est tout pour ça. Donc au final en construit je bats 2-0 un Luke Data Vault, j'ai les trades, j'ai Queen et Dignitary, j'ai eu comment dire sur les deuxièmes parties, je gagne ensuite un Mando, pas tout de suite le Mando je crois, mais bon je gagne un Mando, il y a pas match, c'est 2-0 facile, je gagne une Ahsoka qui avait peur de Griff parce que pensant que ça allait être aggro spatial, et donc j'ai posé un peu de terrestre, donc il s'est dit ah ouais mais il veut m'agresser spatial, il faut que je trade. Le temps qu'il a perdu à trade, moi ça m'a permis d'arriver sur mes temp end, de bien gérer Ahsoka et de finalement reprendre la table facilement derrière. Une fois que j'arrive en late game, je suis un peu plus fort. Donc je bats une Ahsoka comme ça. Il y a une Ahsoka qui m'éclate, un ECL DTS, c'est le 3e du ladder, je sais pas si on peut voir ça à Chéri BU. Je joue aussi LDTS qui est le 3e du ladder monde, donc gros joueur qui joue Ahsoka et qui a les sorties qui me nique. Moi je joue Cannon Frontrunner parce que je dois flip. Je sais que le match-up est dur. Ah, je spoil la suite. Je sais que le match-up est dur, même si je fais les sorties Gunji Mina, donc je suis obligé de gamble avec Cannon Frontrunner si ça passe, parce que le mec joue par exemple Ouyang ou Yaddle. Là il a joué Yaddle, donc je gamble. Je me garde les 2 options en main. Je gamble, je joue la 4-2. Si il doit trade Yaddle, donc je suis pas mal parce qu'on est à égalité sur le board. Malheureusement il joue la Trazi. Il joue la Trazi, donc il fait 2 et il a une 2-1 shield. Donc là, à partir de là, c'est la derme. Je suis en retard. Et la game 2, c'est moi qui ai l'init, donc je me dis, bah, il peut pas la tradi, je pourrais au moins trade le T1. Et malheureusement, il a nil plus Anne, donc Film Movie dit que c'est 10% de chance. Les stats, c'est ça. Bah, 10%, je l'ai dans le HUC. Donc je prends 2 Z, je joue la game pour être en 6-3. Et ce sera un autre Mando. Ce sera un autre Mando Colossus, donc première partie assez tranquille. Deuxième partie, j'ai un peu l'émotion qui monte, donc bah, c'est toujours ça, tu vas passer J2, donc t'as cette petite émotion, cette petite larme qui monte. Et en fait, il oublie de ressourcer, et je dis pas, peut-être que je dois lui dire pour moi me sentir mieux derrière. Je vois qu'il ressource pas, mais en même temps, ça peut être stratégique, tu peux augmenter, ça a pas forcément de sens, tu peux anticiper que Hammerhead, du coup, va one-shot un truc à 7. J'en sais rien, ce que tu peux te dire. Il ressource pas, je le vois, je dis rien. J'aurais peut-être dû questionner, t'es sûr que tu ressources pas. Et autour, je deploy Griff.
il comprend pas trop. Ouais, je dis mais j'ai joué Ahsoka, enfin j'ai déjà joué Queen à 5, là je joue Griff. T'as pas ressourcé en fait le tour là, et je peux pas t'autoriser déjà parce que bah t'as oublié et ça fait un peu partie du jeu. Et de deux, t'as vu des cartes depuis, donc tu pourrais mettre ces nouvelles cartes en ressources, donc ça marche plus, du coup tu peux pas ressourcer. Et bon, de toute façon, à ce moment-là, j'ai déjà 6 bodies sur le board, et en plus, ce tour-là, je déploie Children of the Wild, donc je pense que j'aurais, bon, qui ressource ou pas, honnêtement, ça changeait rien. Bon, voilà, c'est un fait de jeu, mais du coup, ça a vachement réduit mon émotion de me dire de passer au jour 2 là-dessus. Voilà, bon. Ça, c'était pour la partie construit. Maintenant, on va parler du draft, on va un peu enchaîner sur ce sujet. Donc voilà ce que je draft. Merde. Attends, on va laisser ça là. Donc, à ma table, 8 joueurs, 9 joueurs. Table de 9 joueurs. J'ai Ahsoka, les mecs à ma droite, à ma gauche à Ahsoka, le mec à sa gauche à Ahsoka, donc il y a que 3 Ahsoka, c'est moi qui ai la position sur elle puisque les cartes arrivent par là, elles arrivent comme ça les cartes, et les 2 mecs sont par là, donc c'est moi qui vais prendre les cartes avant eux, donc je me dis Ahsoka open, je joue bleu parce que, je sais pas, c'est parce que c'est ce qui rend un peu sympa au début, notamment avec les Get Lost. Ah, oh. Et il passe Vizsla, ouais ma grosse carte c'est un peu passe Vizsla. Donc voilà la liste, en fait on peut assez satisfaire de ça, je vois des bons drops 2 mine de rien, hein. Ouyang c'est très bien, surtout dans la méta avec des Ezra, des griffes. Lota le Wing c'est très bien, pour la même raison. Nil c'est cool, c'est une 1-4, donc si je mets un truc je peux aller faire des doubles trades, très probablement avec Nil. Éventuellement Nil peut taper un, Pathfinder peut finir, enfin il y a plein de choses qui peuvent se passer. J'ai le Zelo Soldier qui est 3-3 en gros au tour 1. Le Domesticated Log 4 qui a tout son intérêt, hein, il fait en bouche machin. J'avais eu tout un espèce de kit upgrade, donc je me suis dit putain mais en fait avec une Sabine, Sabine c'était un bon kit, mais j'ai pas traîné de Sabine et j'avais pas Sabine dans le booster de toute façon. Mais j'ai des Reforge, j'ai plein de, j'en avais 2, ça j'en avais 3. J'avais 2 Reforge, ils sont en side, mais bon je l'ai noté, on s'en fout. J'avais Persévérance, bref pour faire un peu des tourelles, blesser, soigner, etc. Donc un bon deck de gestion. Et puis un top end assez dingue. Hein. Avec Mandalorian Flagship, Children of the Watch et Trace Walker qui permettent de finir la partie. Tout ça étant encore de la gestion. Et finalement, ma tech, c'est de me dire que je prends les clans Vren royalistes. Donc bon, déjà, j'avais pas énormément de choix sur les drop 3. Mais ceux-là sont très bien parce qu'ils me permettent d'aller chercher Pass Vizsla et d'être sûr de l'avoir de manière consistante. Même si j'ai pas beaucoup de drop 4 parce que mes drop 4, j'ai qu'une unité qui a Sentinel, c'est très bien. J'ai toutes les gestions. J'ai Foundling Rescue, Get Lost, Grassroot. Donc j'aime bien Foundling Rescue parce que ça fait du board. J'aime bien Duchess Protector parce qu'il va prendre 1 ou 2 trades avec l'effet Ahsoka. Et derrière il fait un Mando Token, donc je peux encore prendre des trades. Et du coup tout ce board là, ça rend Turning the Tide vraiment intéressant, qui est un des bons removals du set. Mine de rien quand t'arrives à swarm, et c'est assez facile de swarm avec ces tokens Mando. Donc voilà, et en plus j'ai ce late game Trace Walker qui est juste incroyable, donc je sais que si je contrôle les 5-6 premiers tours, derrière je suis monstrueux, surtout avec Trace Walker et le deploy Ahsoka qui est assez dingue. Finalement j'ai un buy, la deuxième game je joue le mec qui était à ma gauche, je savais qu'il jouait Shin, je les feed un peu parce que quand t'as 4 cartes en main, que les 4 cartes sont noires et sont broken, tu peux rien faire. Et au final, je joue pas turn 1. Bon, j'ai déjà dit ça, en fait, donc c'est con. Je joue pas turn 1, je remonte la game, et puis au final, au moment où je joue Trace Walker et maintenant Lukat, il enlève Trace Walker, donc je la gagne pas. Et la deuxième, je suis trop bien, je joue Children of the Watch, un curve sur mon deploy, et au moment où je booste un 2-2 shield, et le mec sort le vaisseau 6-5 légendaire qui ping à travers les shields, enfin vraiment l'enfer, donc je perds la game. Donc dommage, une lose. Et derrière je joue un Ezra, il peut juste pas jouer, en fait je suis tout le temps en train de le gérer, il peut pas jouer le mec, donc c'est assez horrible pour lui. Donc plutôt un bon draft, 2-1, bon alors, avec le bail évidemment 2-1, mais un deck très correct. Et là où le bas blesse, c'est ce deuxième draft où j'ai joué donc Shinati bleu parce que j'avais en premier opening Baylan Grogu, donc je suis passé les Grogu, je prends Shin après, je vois que Fabiano a 2 Shin, mais c'est moi qui ai la position sur Fabiano, donc je sais qu'il va pas partir dessus. Je suis assez open. Et malheureusement, si vous regardez bien, il me rentre 2 drop 2 seulement. Mandalorian Scout et Peridia Bandit. Donc c'est 2 bons drop 2, mais bon, faut toucher, faut l'init. J'ai plein de drop 1 de cons, mais mes drop 1 de cons, donc ils sont impériales, donc je peux leur foutre Face in the Empire, donc j'essaye de créer des techs avec mon caca, hein, je fais comme je peux. Et puis derrière, moi, le late, je suis assez satisfait de ce late, hein. Le problème encore, c'est le drop 3, puisque j'ai que Ferridori des Bob Paris qui sont vraiment bonnes avec Shin, là où le Mando est meilleur avec Baylan. Même si je suis parti sur Shin, j'aurais très bien pu switch Baylan, et j'en parle après. Ce que je me suis dit avec le Mando, c'est que si je l'upgrade, c'est juste intombable. Bon, l'Emperor Champions est parfait pour les 4-3 shield. Lui, il est sympa pour mettre la pression, parce que si le mec a pas de space unit, je fais une 5-3, donc ça va pour incliner. Lui, il est super, parce qu'il peut aller gérer des 2-4, ou faire des doubles trades en ping en spatial. Donc cette carte, elle est super, parce que tous les decks aériens jaune, rouge,
Blanc en draft, bah ils subissent ça parce qu'ils ont beaucoup de trucs à 1 PV. Unsanctioned Patrol, voilà, elle sert tout le temps. Halo, parce qu'il a support et il permet de trade un peu. Hellgate, grosse pression. Remnant Trooper, grosse pression. Rehabilitation qui peut niquer les maths d'un mec. Je gagne une game là-dessus d'ailleurs contre Doritos après. Le 5-5 qui incline bien, et après ça c'est juste pour finir si jamais j'ai pas fini. Le but c'est juste de pousser des dégâts base avec ce deck. Et voilà. Donc le problème c'est que j'ai jamais eu les nits, donc à chaque fois l'effet Shin, c'est un peu pénalisant. Même si j'ai pas énormément de start qui permet d'incliner, hein, j'ai que ces deux-là. Donc ce que je dois faire, le problème c'est que j'ai joué héroïsme tout le temps. Donc il y a plein de techs qui marchaient pas. Les drops de héroïsme, bah vous l'avez vu là, sont quand même bien meilleurs. Déjà parce qu'ils ont celui-là, ils ont des 3-2, ils ont beaucoup de trucs qui tapent à 3. Et j'ai joué 2 griffes rouges. Et pour moi, après analyse, griffe rouge, c'est en fait un match-up terrible pour Shinati. C'est une raison de plus pour lesquelles j'aurais dû switch sur Bailan quand j'ai vu ça. C'est que Shinati, l'intérêt, c'est qu'elle va empêcher l'adversaire de taper. Très bien. Sauf qu'il y a bien un leader où ça ne deny pas ses compétences de ne pas taper. C'est bien Griff, parce que quoi qu'il arrive, il bénéficiera de son avantage qui sera de toute façon sur une des unités. Donc que je l'incline ou pas, il va mettre son dégât bonus. Ce qui veut dire qu'il va pas énormément perdre de dégâts. S'il perd pas énormément de dégâts, bah les inclinaisons sont pas si rentables. Et donc finalement, il peut quand même potentiellement me raise si j'arrive pas à bien incliner à tous les tours. Ou éventuellement, il va pouvoir value trade. Donc Griff, c'est un match-up qui est compliqué, encore moins si t'as pas les nits, et encore moins si t'as pas des bons drop 2. Donc je la perds, j'ai fait un misplay, hein, je l'ai dit dans le truc sur la game 2, et bon, après les gars avaient des decks assez ouf, ils étaient assez open finalement, c'est ça que je trouvais étonnant, parce qu'ils étaient au moins 4 ou 5 à jouer héroïsme, et pourtant ils avaient des listes open, voilà, donc un peu l'aléatoire de ce draft. Et après, donc, il restait une dernière game de construit, et je rejoue une Ahsoka, je suis tilté, je prends une branlée, parce que de toute façon je comprends encore Nil plus San. Donc voilà, et voilà, résultat final 69ème, donc on n'a pas le top 64, on n'a pas le petit pack à peu près 1500 balles, donc dommage. Ça fait partie du jeu, ça reste un résultat très très honorable, hein. C'est donc 3e français, puisque devant il y a Madi qui est top 32, Doritos que j'ai joué, hein, je vous l'ai dit. Voilà pour ça. Globalement cette expérience du GC, ma copine a pu farm un peu, j'ai fait pas mal de trades aussi, j'ai essayé. C'est pas quelque chose que je vais montrer là, mais j'avais ramené des cartes de Bilbao, des cartes de Prague, que les Américains n'avaient pas forcément. Donc moi je me suis dit que j'allais target des cartes qui étaient un peu exclusive aux US, donc je pensais à certaines judge promo qui étaient beaucoup plus distribuées aux US qu'en Europe, donc j'en ai chopé pas mal, vous pouvez voir les photos sur Instagram. Des cartes des anciens Galactic Championship, enfin de l'ancien, il y en a qu'un, donc de l'ancien. J'ai échangé effectivement ma contre ma Chimera jour 2, hein, que du coup j'ai pas de photo de ce truc, peut-être la trouver là, bah elle n'existe pas, si. Cette carte-là, donc elle est assez jolie, mais ils ont enlevé le relief sur les cartes noires. Donc ça, c'est plus pour la jouabilité, mais du coup, bah, elle perd le relief. Pour moi, elle perd un peu en qualité. Et donc, je l'ai échangé contre Vader Twilight Galactics WU. Contre 3 fois cette carte, qui est absolument somptueuse, et plusieurs autres cartes des Silver Pack. Voilà, pour ramener en France en me disant que déjà, c'était des cartes sublimes, mais peut-être que j'en aurais une meilleure valeur. C'était un bon trade, il me semblait, sur le coup. J'ai un peu ce regret de l'avoir donné, mais je garde mon playmat, du coup, en souvenir, même si je le jouerai jamais. Mais au moins, il sera pas sale, même si je vois qu'il a des taches, donc j'ai un peu les boules. Et voilà. Donc, bilan du voyage. Petit bilan. Je vais pas le structurer. Si je le structure, je vais faire un ward. Je vais faire un ward en live. Play 1, 12 heures. Draft, beaucoup trop longue. Donc ça, c'était un problème. Parce que tu vas pour profiter un peu de l'event, mais vu que t'es au main event, tu fais pas vraiment les activités annexes. Donc c'est super pénible. Tu passes ton temps à faire du draft. Et autre problématique, il y a le time, donc l'extra time. Hein, vous savez, vous arrivez à la fin de vos 55 minutes. Et bah s'il y a une ronde, vous finissez votre tour et il y a un tour en plus. Et bah ça descendait toujours extra time, 15 minutes plus à chaque fois. Donc les hard control, machin, relou. Le problème de ça, c'est que t'oses pas partir trop loin, faire d'autres trucs, parce que tu dis si ça reprend et que j'ai pas l'info, bah c'est super relou. Donc moi j'allais voir mes potes qui draftaient, et quand globalement, avant l'extra time, je revenais, mais du coup t'attendais 20 minutes extra time. Donc certes tu discutes, tu fais social, tu t'es content, tu discutes avec les potes, et tu profites pas du GC, tu profites pas d'aller faire signer des cartes, tu profites pas d'aller récupérer les pins, tu profites pas de faire des potes de draft pour avoir des tickets, tu profites pas d'aller regarder un peu le prize wall. Bref, il y a plein de choses auxquelles tu profites pas parce que t'as cet extra time, t'as ce truc qui est long. Voilà. Comment corriger ça? Du coup, je vais donner l'idée tout de suite. C'est avoir le timer sur mêlée et une notification quand la ronde se lance. Pourquoi?
parce que évidemment le speaker il allait pas gueuler dans tout le Galactix pour que les gens puissent se poser un peu et n'aient pas tout le temps à écouter. Il faisait ses annonces dans la zone, dans la portion de Main Event. Donc du coup là on avait l'info, mais de loin on n'avait pas l'info. Donc avoir un timer sur mailing notif, hop tu retournes, t'es bien. Comme ça tu peux profiter de ton event, aller faire signer tes cartes, etc. Les lots. Attendez, mais j'ai pas préparé ça. Oh, je vais faire à l'arrache. Les lots je vous les ai présentés. De toute façon vous avez vu dans le vlog. Est-ce qu'il y a autre chose? Donc j'ai réussi à avoir l'eau. Moi ce que je vais garder, ce que je garde, on va mettre un S. Je vais me garder le full set Black Pack, full set Silver Pack. Donc j'avais eu 18 boosters Black et 10 plus les deux de ma copine effectivement Silver Pack. Il me manque Cyril. Si quelqu'un a Cyril, chaud pour trade. Je vais garder le tapis champion Chimera pour avoir enfin pas champion malheureusement, pour avoir un souvenir de cet event et de ce résultat. Et full set Prize Wall Foil et full set Showcase Twinson. Il me manque Astage. Donc ça c'est tout ce que je vais garder pour la collecte. Voilà. Qu'est-ce que j'ai en item du VIP? Playmat, Mando, Luke, j'ai des cartes de Black Pack, Black Booster, ça c'est pareil. Donc je vais montrer après, je vais mettre sur Insta, je pense que j'ai en trop. Les deck pod VIP / Day 2. C'est ce que j'ai mis là, item du VIP. Je vais garder aussi le jeton Init GC 2026. Je vais garder le classeur du Galactix. Donc il y a un beau binder premium. Enfin premium c'est pour se branler un peu, ça qui mettent ça. Dedans je vais pouvoir réorganiser un peu ma collecte et je vais mettre... Donc je vais comme ça vider, enfin je vais enlever les cartes un peu d'event, je vais les mettre dans ce classeur là. C'est logique, c'est un classeur d'event. Et comme ça j'ai mon classeur de showcase qui peut reprendre toute sa place si jamais je monte jusqu'au 16 à faire des showcases. J'ai beaucoup freiné, j'ai arrêté un peu d'acheter en fait tout simplement. Au trade c'est sympa en fait, aux US les showcases valent rien, donc tu peux vraiment trade contre des petites cartes d'event, donc ça c'est cool. Voilà, donc tout ce que je garde c'est ça je pense. Ok, ensuite les frais. Donc là tout ça je vais vendre ou trade, mais bon c'est pas ce que je cherche au trade, par peut-être quelques showcases. Voilà. Donc ça, si vous avez envie de show, n'hésitez pas à me MP sur Insta. Ok. Ensuite, est-ce que j'ai le droit de zoomer? Ouais. Les frais. Frais liés à ce galactique. Avion. 1200 €, et ça c'était un Paris Los Angeles parce que j'ai pas fait le direct vu qu'on a visité un peu San Francisco, puis Los Angeles, puis Las Vegas. Donc avion 1200 €, il y a des avions qui étaient moins chers, on a pris Air France, c'était un peu pour la qualité quand même, je sais pas, il y a un truc un peu rassurant quand même Air France, c'est une qualité de service qui est plutôt bonne. Donc aller-retour, en sachant qu'on a pris assurance plus choix de place parce que ne pas être à côté pendant 12 heures c'était un peu triste quand même, surtout que le vol ça reste quelque chose d'assez angoissant quand même, donc surtout quand le bordel il fait... Ouais, c'est un peu flippant quoi. Place. Avion. Hôtel. Flamingo. 580 €. Mercredi soir, jeudi soir. 5 nuits. Donc c'est relativement peu cher. Nourriture. Alors là les gars, sachez que la nourriture à Las Vegas, c'est peut-être la pire expérience de votre vie. Sauf si vous kiffez bouffer des pizzas grasses. Même si, bon, en vrai, c'est sympa, mais quand tu bouffes ça 5 jours, c'est un peu pénible. 15 $ par repas en moyenne. Ça, c'est quand tu bouffes McDo. Hein. Si tu bouffes pas McDo, je sais pas imaginer. Là, c'était une slice de pizza ou McDo, c'était 15 $ repas. Donc, disons qu'on a payé 150 $ de bouffe. Taxi pour aller à l'aéroport. C'est pas si cher, ça, mais c'est important de prendre. Taxi, donc c'était 40 $ à chaque fois, c'est un peu moins, mais bon, il y a des frais, des tips, donc 80 $. Et globalement, là, t'es bonne. C'est assez léger. Ah bah si, il y a quand même le VIP. VIP coûtait 400 €. Side tickets, 60 €. Pour farm. Je crois que c'est tout. Sachant que ça, c'est juste ma partie. Ma copine a la même chose, sauf l'hôtel qui est commun, quoi. Et le VIP était censé être cadeau, mais on a eu un premium, quoi. Ça, j'ai pas raconté cette histoire-là. Je vais le raconter maintenant, vu qu'on est dans le bilan. Donc, à la Ligue, je finis deuxième, donc j'ai la promesse d'un VIP... un package VIP, j'ai déjà payé le mien, donc je dis est-ce que je le prends ou enfin est-ce que vous me remboursez ou est-ce que je le mets sur le nom de ma copine et voilà. Et puis comme ça j'ai 2 VIP, enfin c'est du pareil au même si je préfère avoir 2 VIP en soi pour avoir plus de stuff quoi, c'est toujours plus kiffant. On arrive sur place. Ah non mais j'ai déjà dit tout ça. Bon, comment ça s'est résolu cette histoire? Parce que du coup on a un peu râlé, on a envoyé des messages en France, etc. Le lendemain on nous dit on va faire quelque chose pour compenser ça. Et le dimanche on comprend qu'on est invité
en VIP pour le GC 2027. Donc la question c'est est-ce qu'ils invitent ma copine en VIP ou moi en VIP. Ma copine, je pense qu'elle va pas s'amuser à retourner là-bas. Et voilà, et ils nous offrent une showcase du prize wall en compensation aussi, parce que le premium et le VIP a quand même énormément de stuff d'écart. Je dirais que ça fait presque 600 € de stuff d'écart. C'est non négligeable quoi. Enfin, il y a de quoi râler. Donc voilà pour ça. Donc combien ça fait? 1500, 1008, 2000. Ouais, ça fait un 2500 €. Ouais, un peu moins avec les dollars. Bon, 2500 € les 5 jours quoi. Bon, et je vous parle pas du fait que du coup il fallait aller en avion de Los Angeles à San Francisco et en bus, enfin machin, se transporter de là. C'est cher, hein. On va pas se mentir. Enfin, c'est surtout l'avion hein, qui plombe la stat. En sachant que le VIP, pareil, t'es pas obligé de le payer. Qu'est-ce que j'ai d'autre à raconter? Frais, idées d'amélioration. Donc moi j'ai dit avoir un timer, ça c'est pour l'expérience de joueur. Il y a un truc à améliorer, c'est sur le farming et ce prize wall. Est-ce que l'objectif c'est que tout le monde reparte avec le prize wall en x1 ou la moitié du prize wall et du coup chacun fasse des concessions? Si tout le monde repart avec la moitié du prize wall et fait des concessions, le format est plutôt bon, puisqu'en farmant comme des sacs, Jason et Galette Saucisse ont réussi à faire largement la moitié du prize wall, donc d'avoir tout ce qui les intéressait. Par contre, est-ce que l'expérience que tu retiens, du coup, parce que c'est leur expérience, ça a été ça, c'est de faire l'avion à 1200 €, faire un hôtel, voilà, pour farmer comme un petit gars là, farmer comme un fou pendant 3 jours quoi. Donc est-ce que c'est ça l'expérience que tu as envie que les gens retiennent du GC? Je sais pas. Ok pour ça. Donc ça c'est plutôt un choix politique à faire. J'ai pas d'avis là-dessus. Moi, vu que je serai encore au main event l'année prochaine étant déjà qualifié. Voilà, tu me fais un premier jour où je vais chiller, je vais farmer un peu, je vais me promener un peu, bah ça me va. Le J2, me concentrer un peu sur la compète, c'est cool. Si j'ai ce timer-là qui me permet, si je joue un deck qui finit en une demi-heure mes parties, d'avoir 40 minutes entre chaque ronde pour aller me balader, changer du stuff, aller voir les dessinateurs, etc., je pense que c'est plutôt une bonne chose. Bon, c'est l'expérience. Voilà. C'est bien pour ça. Partie suivante, j'ai envie de discuter un peu du format draft qui était donc 6 rondes de draft pour 1, 3 au jour 2 et je pense que c'était too much sur ce set car sur ce set, too much sur ce set. Car sur ce set, il y a trop de variance sur le CD. Déjà, un leader tier S. Donc si t'es le seul cadre autour de ta table, t'as gagné ton pod quasiment 3-0 si tu joues correctement. C'est ce qu'on a vu à mon dernier pod, le mec était bon. Dinosaur, c'est un joueur exceptionnel, un top 10. C'est vrai que je vous ai pas dit, mon pod est dingue. J'ai la photo quelque part, mais en gros j'ai le top 4 du GC de l'année dernière, top 8 du GC de l'année dernière, j'ai Dinosaur qui est top 10 monde, j'ai Fabiano qui est vainqueur du secteur de Paris, donc en limité c'est une machine, j'ai Doritos qui est un bon joueur français, bon il est pas spécialement connu sur l'international, et j'ai 2 autres joueurs, je sais même pas s'ils sont lambda ou pas, j'ai 2 autres joueurs que je connaissais pas, et donc ça fait un pod très relevé, et donc il y en a un qui a eu 4, c'était Dinosaur, et il a roulé sur le pod. CAD, trop fort. Il y a des prépolarisés que tu pourrais presque ne pas gagner si les mecs ont les decks normaux. Il y a le draft, ça a de la variance de base, inhérent au draft, je sais pas l'écrire, propre draft de manière générale. Tu peux te retrouver bloqué sur tes leaders. Il y a des mecs qui se sont retrouvés obligés de jouer gros goût. Tu te retrouves à jouer un leader tier plutôt B ou A-, mine de rien, bah t'as déjà de base te retrouver bloqué. Ouais. Sur tes leaders. Alors, j'ai pas le droit à une page de plus. Si. Tu peux trouver là, tu peux... Si non, bon, allez, on suppose que tu analyses tout bien, donc on va essayer de se dire que tout ce qui est inhérent à une mauvaise analyse, c'est pas de la variance. Ici, donc sur ce draft-là, les légendaires powerplay, le Cat Bane qui chope Night Sister, la Soka verte qui chope un Luke, ça fait tout de suite un powerplay exceptionnel, donc tu peux pas contrer. Sur ce set encore, l'init, gros impact. C'est ma propre stat, ça, c'est facile de dire ça, c'est sur le J2, 100% des games où j'avais l'init, j'ai gagné, 100% des games où j'avais pas l'init, j'ai perdu. C'est à peu près ça. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est quasi l'idée. Gros impact sur l'init, parce que t'as des leaders qui ont besoin de l'init, leaders qui ont besoin avantage de l'init. Je pense à Shin, je pense à Beylan, parce que Beylan, s'il fait son effet après que le tape, il sert à rien son effet. Shin, Beylan, Ezra bénéficie de l'init pour faire son effet en premier. Leader qui rend l'init, bah Ahsoka. Beylan, il rend l'init. Cad, il rend l'init aussi. Donc voilà, donc il y a plein de trucs comme ça. Légendaire powerplay, l'init a un impact, les matchs sont très polarisés. Et puis donc tout ce qui est, tu peux te retrouver sur tes leaders. Là, j'ai tendance à dire aussi drop 2 sur héroïsme supérieur à drop 2 infamie, mais ça c'est peut-être que je suis un rageux et c'est peut-être faux.
mais à confirmer. C'est un ressenti comme ça que j'ai compris après, c'est que j'ai l'impression que l'héroïsme est plus stable en early. Mais bon, ça compense peut-être, tu vois, typiquement que le CAD est trop fort. Ok pour ça. Donc tu peux te retrouver bloqué sur tes leaders, parce que, typiquement, moi j'ai Ahsoka, j'ai la position, mais si les autres ils ont que Ahsoka qui est jouable, ils l'ont dans le cul, ils sont obligés de partir sur Ahsoka, mais je vais les deny. Donc ils auront forcément un pool moins bon. Tu peux avoir des boosters nuls, hein. Tu peux avoir des boosters first et second pick nuls. Ça c'est de la variance de base. Et là où j'aime bien dire que dans le 7-7, t'avais des leaders S tier, mais je dirais que t'en avais 3. Et après c'était du A-B. Des match-ups étaient pas si polarisés du fait que tu pouvais custom. Vu que tu pouvais splash, bah tu pouvais adapter ton truc pour battre les match-ups que tu voyais autour de ta table que t'allais jouer. Il y a un problème, c'est que ici, on ne sait pas à l'avance qui on joue. Si tu sais pas à l'avance qui tu joues, t'es en train de drafter contre tout le monde. Si tu draftes contre tout le monde, si tu te dilues, t'es pas spécifique sur un match-up qui est potentiellement compliqué. Si t'es pas spécifique sur un match-up qui est potentiellement compliqué, tu vas pas gagner. Tu subis encore plus. Y a pas de thé. C'est bien, on voit en live que je suis lettré. Les mauvais match-up. Bon, c'est pas mal, je vais pas pleurer plus longtemps sur le draft. Et donc du coup, qu'est-ce que j'attends sur le Galactic d'année prochaine et qu'est-ce que j'en pense déjà? Donc allons voir une chose. Galactics Championship saison 2. Nouvelle saison. Donc voilà, vous avez l'info ici. Bon, c'est quoi cette l'IA de merde là qui pue du fesses. Donc du 21 au 23 mai. Ah oui, c'est parce que c'est un 27. Au 23 mai 2027 à Disneyland Anaheim. Donc déjà, qu'est-ce que c'est ça? Si vous connaissez pas, Disneyland Anaheim, c'est en plein milieu de Los Angeles. Donc, typiquement, je me mets dans ma position. J'avais un Galactix aux États-Unis. Je savais que ça allait me coûter cher, notamment en vol. Comment je rentabilise le vol? J'en profite pour faire un voyage aux US. Ça me coûte un peu plus cher, mais au moins, le voyage est fait et j'ai eu une expérience dans ma vie. À Los Angeles, Las Vegas, c'est à côté, hein. C'est à 4 heures, c'est à 4 heures en voiture, c'est vraiment collé. Donc, ce n'est pas une plus-value. Le lieu n'est pas une plus-value en tant que tel pour découvrir un coin. Donc, c'était tous les gens foreigners, à part pour le tournoi. S'ils ont déjà visité la Californie, ce que je leur souhaite, parce que déjà c'est joli, et de venir juste pour l'event, c'est un peu dommage, surtout quand tu tapes 15 heures de transport. Donc Los Angeles, encore la Californie. Dommage. Autre problème. Las Vegas, c'était pas très cher les logements, parce que y a que ça partout des logements, donc c'est une ville dortoir si vous voulez. Logement. Allons sur Booking, parce que j'ai envie de faire l'exercice en live avec vous. Pour 2 adultes, voilà, donc 800 balles. 730, c'est pas si cher en vrai. Enfin, c'est pas si cher par rapport à ce que je m'attendais à vous montrer. Hein. Oh bah voilà, bah c'est bon, on va là. Ah oui. Bon là, c'est pas cher, mais je suis dans un dortoir avec 15 mecs quoi. On est 16 dedans. Ok, bon, on va peut-être pas aller là, mais en gros, ça coûte un peu plus cher. J'avoue que j'ai été mauvaise langue. Peut-être que après, c'est peut-être pas proche de là. Faut peut-être être plus précis. Bref, et le resort, Disneyland Resort, je vous laisse pas imaginer les prix. C'était gros $600 la nuit. Logement plus cher que Vegas. Nourriture potentiellement plus cher, mais j'abuse peut-être. Nourriture plus chère. Là, c'est pour pleurer. Hein. Bon, globalement, par contre, point fort, c'est que si tu viens avec ta femme et tes enfants ou ta famille, Disneyland, quoi. T'as quand même de quoi t'occuper et pas juste faire du Star Wars. Donc ça, c'est pas mal. Je sais pas du tout ce qu'on peut voir à Disneyland. Qu'est-ce qu'on peut voir un peu? C'est joli ou pas? Ça, c'est le resort. Moi, je veux voir ce que je peux faire. Il y a du Star Wars. Il y a un parc d'attractions Star Wars. Tickets and Park. Qu'est-ce qu'on a comme parc? La vidéo dérive un peu là. Je fatigue un peu. En même temps, je sais pas quelle heure il est. 22h30. Oh la vache. Ok, il y a des petits coups par day. Non mais je m'en fous. Moi, je veux savoir ce que t'as comme... Il y a du Star Wars un peu. Bon, bref, on va pas faire ça tout le temps. Disneyland. Et point fort, aéroport. Je sais pas si c'est un point fort. Ce que moi j'attends... L'orga, pour moi, était quasi parfaite. Donc, je vais pas... avoir un avis sur l'orga. La seule problématique qu'on a eue, c'était un peu Asmodée France et cette histoire de VIP qui nous a un peu bloqué là. Nous a fait perdre du temps et nous a créé un peu d'angoisse, on va dire. J'attends juste une chose, un format clair de compète le plus tôt possible. Info sur les récompenses aussi. Je dirais que si j'ai pas ces éléments-là, j'hésite à me... Ah merde, c'est pas encore... J'hésite à me projeter sur l'event, quoi. Même si, bon, c'est facile de se dire, je prends l'avion, je fais le truc, je chope mes récompenses, je fais le tournoi... Puis je pose pas de questions. Mais j'ai quand même envie que ce soit clair. Et donc pour moi, il faut pas qu'il y ait faut pas qu'il y ait 2 drafts. Sauf si soit le 7, super pour le draft. Soit, et donc, ok pour un draft par jour. Sinon, un seul draft. Voilà. Et on peut le mettre au day 1 ou au day 2. J'ai pas d'avis là-dessus. Ce qui m'embête de le mettre que au day 2, c'est que si tous les gens traînent, les gens vont pas traîner le draft.
peut-être. Si tu le mets que au day 1, il y a des mecs qui vont pas aller au day 2 à cause du draft. Bon, voilà. Mais tu pénalises que les mecs qui vont faire 1-2, non, que les mecs qui vont faire 0-3, et tous les autres, bah, s'ils méritent de passer au day 2, ils vont... Ah oui, mais tous les 1-2, ils vont se jouer entre eux, c'est ça le problème. Et à partir du moment où les 1-2, ils se jouent entre eux, bah, tu perds la moitié des mecs à chaque fois, donc t'en perds beaucoup des 1-2 quand même. C'est une fois que tu fais 1-2, en fait, c'est déjà quasi fini. Enfin bref, ok pour ça. Un seul draft... Et globalement, sinon, l'event, rien à redire sur l'orga, hein, c'était clair. Limite, t'avais envie que ça dure plus longtemps pour continuer à faire des trades, etc. Donc c'est vraiment améliorer l'expérience. Donc gros point dur, c'est optimisation de l'extra time. Et je veux pas que ce soit que la réponse soit, eh ben écoutez, faites ce que vous voulez pendant ce temps-là et revenez à temps, parce qu'il y a ce risque. Je sais pas, moi, il y a un moment où je suis allé trade, je reviens, putain, je vois la clock, je fais putain merde, ça a déjà commencé et tout. Et en fait, c'était pas la bonne télé que je regardais, donc il y a quand même un truc, ça peut être anxiogène. Hop, optimisation de l'extra time, notif téléphone, c'est une bonne upgrade en vrai, notif téléphone, t'as ta table, t'as ton truc, t'y vas quoi, point. Ça me paraît carré. Ça me paraît pas trop demandé en plus. Voilà pour ça. La suite. Comment moi je me projette sur le compétitif l'année prochaine. Donc, à l'heure actuelle, sur tous les events que j'ai fait cette année, j'ai bien perf, hein. J'ai fait 2 PQ, j'ai fait 2 top 8, j'ai fait un top 9. Donc finalement, ma pire perf en PQ, c'était 9ème au 2e PQ de Sainte-Maure/Tours. Donc c'est plutôt une bonne saison, hein. J'ai fait J2 à Prague. C'était un régional, donc c'est assez énorme. J'ai fait J2 au Galactique, j'ai fait 2e championnat de France. C'est des résultats vraiment ouf, hein. C'est un des meilleurs résultats des Français en tout cas, c'est un très bon résultat. Comment je me positionne là-dedans ? Et comment je me vois, je me dis que là, à l'heure actuelle, je joue dans les 16 meilleurs français, et donc cette régularité-là m'amène à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Est-ce qu'il faut jouer plus pour capitaliser là-dessus, sur ce niveau que j'ai accumulé et la connaissance du jeu, la compréhension du jeu que j'ai? Est-ce que j'ai du temps à mettre là-dedans? C'est pas si évident à dire, donc je vais me mettre des objectifs suivants. Je veux pousser au-delà du J2 dans les secteurs régionaux. Je veux faire un top 16. C'est ça, je pense, le grand objectif de cette année, c'est aller un peu plus loin sur l'international, quitte à faire plus de top 16, hein, pour voir si au niveau, voilà, en France, je suis un des très bons joueurs, en Europe, il faut voir jusqu'où on peut aller face aux meilleurs. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs? On va dire Galactics, si j'y vais, top 64. Parce que c'était chiant de pas faire top 64 là. Faire top 64. C'est une belle revanche. Voilà. Bon, il y a un autre objectif qui est inhérent à ça. J'en avais un peu parlé à droite à gauche, c'est de me faire sponsoriser, mais c'est pas sponsorisé par d'autres joueurs, c'est se faire sponsoriser par des entreprises. Donc moi, ce que j'avais pensé à l'époque, c'était une ESN, parce que Star Wars est un milieu où il y a beaucoup d'informaticiens, beaucoup de mecs qui travaillent dans l'IT, des chefs de projet, des développeurs, vraiment tous les profils de projet. Je me suis dit, une ESN, elle a la valeur ajoutée à se mettre en avant sur Star Wars, pour dire, nous on soutient Star Wars, et on donne du travail, on cherche des prescripteurs, on cherche des acteurs de ce milieu-là pour monter des projets, etc. Donc je trouvais que ça avait de la plus-value. J'en ai plusieurs qui m'avaient répondu favorablement en me disant écoutez, on te rappelle la semaine prochaine, ça nous botte. J'ai jamais eu de son et d'image. Mais à cette époque-là, j'avais pas les résultats que j'ai eu puisque c'était juste après le J2 Prague. Donc mon seul résultat, c'était le J2 Prague. Depuis, il y a quand même cette seconde place au championnat de France. Il y a ce J2 Galactics qui augmente un peu cette crédibilité. Petit à petit, le YouTube, le Instagram, ça grandit petit à petit, donc c'est des choses qui apportent plus de visibilité. Donc l'objectif, c'est d'arriver à valoriser ça pour des entreprises, pour que, déjà récupérer des fonds, parce que je finance en fonds propres évidemment tout, mais comme tout le monde, hein, c'est évident, mais ça me permettra d'avoir des moyens pour continuer à développer le compétitif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de développer l'e-sport sur ce jeu-là. Donc, qu'est-ce que ça peut être les idées? Développer l'e-sport, c'est ça, le grand topic, le grand projet, développer l'e-sport Star Wars. C'est ça mon projet si j'ai de l'argent, si j'ai des capitaux, si j'ai des fonds. Comment on fait ça? Tournoi en ligne. Une des premières idées, c'est faire des tournois en ligne avec prizes pour permettre d'augmenter un peu la dynamique de tournois pour qu'il y ait plus de joueurs qui puissent participer. Et du coup, si tu fais ça, tu augmentes mécaniquement ton niveau global parce que tu as une offre de tournoi compétitif qui est plus importante. Tu augmentes le niveau global FR. Pourquoi c'est intéressant? Plus il y a un niveau intéressant en France, plus on va aller taper des gens internationaux. Plus on tape des gens internationaux, plus la scène française est reconnue. Plus la scène française est reconnue, plus il y a des boîtes qui ont envie de sponsoriser. Plus on a de chance d'avoir des gros événements en France, etc. Logique assez capitalistique, somme toute.
t'augmentes le niveau global en France. Ce qui m'intéresse aussi, c'est des placements, mais pas que les miens, c'est pour toute une team. Donc là où moi j'ai des étudiants qui vont pas au Galactics parce que ça leur coûte 2K, ce qui est évident que c'est une complexité ouf à sortir, bah là tu as des sponsors, t'as des boîtes qui mettent 5000, bah voilà, tu peux payer quelques billets d'avion. Donc ça réduit vachement ce prix-là. Et donc toujours dans la catégorie tournoi, organiser des plus gros events à forte visibilité. Et ça, ce serait plus dans le TCG. Plus dans le TCG en général pour une meilleure couverture. Et ça, c'est plutôt grâce à ma boutique. Donc ça, c'est plus pour faire un peu de la pub à ça. Donc ça, c'est les objectifs sur le sponsorisme. Donc ça, il faut que je développe. S'il y a des gens d'ailleurs intéressés qui passent dans la vidéo, qui ont une entreprise qui a des sous à mettre là-dedans pour la visibilité, qui voient un gain, go, on en parle. Voilà pour cette vidéo, c'est super long hein, comme d'hab. Il y aura probablement l'IA qui va cut, et tant mieux. Ce que j'oublie des choses, on en parle de toute façon, venez discuter, il n'y a pas de problème. Et puis donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, venir en commentaire pour donner votre avis. Et puis on se dit à très vite pour plein de prochaines aventures, je pense, avec quelques pécules à venir. À minima Pontivy, il y a peut-être un petit Sotteville-les-Rouen qui va se glisser là, peut-être un Turin, peut-être un Utrecht, ouais, aux Pays-Bas. Voilà, des choses. Et puis on va très vite parler de Homeworlds, parce que les premiers reveals, et Homeworlds c'est déjà dans moins de 2 mois, donc ça arrive très vite. Merci à tous d'avoir suivi, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde.